Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde de la bande dessinée américaine et pas que, et de ce qui en découle, avec l'ami Corentin ici présent. Hello. Comment tu vas, Corentin? J'ai mal au cervical. Tu as mal au cervical. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça lors d'une émission qui aurait été enregistrée précédemment, mais qui arrivera après. Du coup, ça fait un paradoxe temporel pour les gens qui nous écoutent. Exact. C'est même du foreshadowing, quelque part. Et voilà. Et toi, c'est le pollen, du coup. Et moi, c'est le pollen en général, mais ça fait quelques temps que ça dure déjà. Donc, et a priori, c'est parti pour durer jusqu'à la fin de ma vie. Donc, voilà. Non, tu peux te faire désensibiliser. Ouais, ça coûte, Oui. Voilà. Mais tu peux te faire désensibiliser. Très bien. Eh bien, je peux me faire désensibiliser. Mais on n'est pas là pour parler de mes allergies, mais plutôt de comics, Corentin, et on en profite bien entendu d'abord pour remercier notre partenaire, notre sponsor Pulps, qui sponsorise ces front pages pour la 2e année consécutive, et on les en remercie. Ce sont des librairies situées à Paris et à Bordeaux. Et il y a aussi un site internet sur lequel on vous recommande d'aller. Pourquoi? Puisqu'il y a une section dédiée à ce qu'on appelle le Focus Pulps. Ce sont 3 comics VO à prix de lancement qu'on vous propose chaque mois, histoire de vous inviter à faire des découvertes. Et on a quand même une fournée plutôt intéressante, je trouve, en ce mois de mai, avec les titres Ghost Pepper, The Voice Said Kill et This Ends Tonight. Le débrief de ces 3 numéros était dans le précédent front page, mais sinon il sera aussi isolé et mis en ligne de façon séparée pour que vous puissiez simplement l'écouter comme ça. Le brief, oui. Ouais. J'ai dit quoi? Le débrief. Le débrief. On n'a pas encore lu le numéro. Oui, c'est vrai, c'est le brief plutôt. Oui, effectivement. Merci Corentin. Donc voilà, n'hésitez pas. Les liens sont de toute façon dans la description de chaque podcast. Tardez pas trop, parce que c'est en général jusque vers le 22-23 que la sélection, elle est en ligne. Après, il faudra passer à la suivante, mais on en reparlera peut-être parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement là d'ici la rentrée qui sont assez excitantes, mais on en reparlera dans la section comics. On en profite également pour remercier bien entendu notre First Print Army, c'est-à-dire les tipeurs et tipeuses qui nous permettent de voir le podcast sur le long terme en allant simplement sur notre page Tipeee pour donner quelques menus deniers, ce qui nous permet quand même de continuer à produire ces podcasts avec force et régularité. Et donc particulièrement on fait toujours un petit shout-out au dernier en date depuis le dernier podcast. Il y a Nico qui a contribué. Il y a aussi Fried qui nous dit merci pour le podcast sur Darderie, et peut-être que ça l'a motivé à nous faire un petit don. Donc merci. Voilà. Merci à vous deux. D'ailleurs, il y a un monsieur qui nous a écrit sur Instagram et qui nous dit qu'après avoir écouté un dernier front page, il a su que Geoff Darrow était en dédicace dans un tout petit festival dédié au fantastique, et qu'il allait le rencontrer, et que évidemment, vu la taille du festival, il y avait pas beaucoup de gens forcément qui le connaissaient. Du coup, il se tapait grosse discussion avec lui. Là, il a eu un beau dessin et tout ça, donc gros plaisir. Et voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on a pu permettre à un auditeur d'aller à la rencontre de l'immense Geoff Darrow. Et donc ça fait très plaisir. C'est vrai qu'il est grand. Il est en plus littéralement très très grand. C'est pour ça qu'il faisait la blague quand on lui a remis le prix au First Print Awards. Il fait, je sais pas pourquoi je reçois un grand prix, peut-être parce que je fais 2 mètres, et en vrai c'est toujours une bonne vanne. Allez Corentin, on va commencer tout de suite par la partie comics. Alors j'ai envie simplement de faire un big up aux éditions Kinaï qui viennent de lancer un Kickstarter. On vous en avait déjà un petit peu parlé, je crois, il y a quelques temps. Donc un Kickstarter pour 2 anthologies qui vont arriver prochainement. C'est pas la peine de te coucher comme ça, Corentin. Tu vas reprendre la parole bientôt. Donc j'adore. Donc ne t'endors pas. Le cervical. Ne t'endors pas, s'il te plaît. Donc en fait, il y a 2 anthologies qu'il est en train de que les éditions Kinaï préparent, un peu sur le même modèle que Punch, qui avait eu ces 2 dernières années. Il y en a une qui s'appelle Robot et qui va parler donc de robots. Il n'y a pas de piège, c'est dans le titre, avec Valentin Sèche, Morty Ghost, Baptiste Pagani, qu'on a déjà vu quelques fois et même plusieurs fois au Lab 619, Chaton Laser, Jules Naleb qui a sorti chez Mima en début d'année, qui est vachement bien, Esther Rossi et Estampita. Et de l'autre côté, une autre anthologie plus de fantasy qui s'appelle Dans l'intimité des chevaliers, avec Juliette Brocal, Émeric Kivin, Ariel Ries, qu'on retrouve sur Witchy en ce moment chez Akileos, et qu'on a déjà vu aussi chez Kinaï avec Cry Wolf Girl, et qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment avec Strange Bedfellows qui doit sortir ou qui va sortir. Donc voilà, une auteurice qu'on connaît bien maintenant. Justine Thibault et Alexandre Diboine, donc un mélange d'auteurs confirmés, de jeunes plumes et jeunes dessinateurs qui souvent viennent du milieu de l'animation. Donc généralement, au moins, c'est synonyme de très bons storyboards dans ce cas-là. Et donc 2 anthologies donc avec des thématiques très différentes et qui vont être... Alors il y en a une qui doit sortir rapidement en français, mais donc là le Kickstarter c'est pour backer les 2 projets, notamment
l'anthologie des chevaliers qui arrivera plus tard l'année prochaine, mais surtout l'occasion de récupérer pas mal de contreparties différentes, puisqu'une fois que vous avez soutenu l'un des deux projets, dans la seconde partie du Kickstarter, vous avez des suppléments, et donc là il y a des prints spécifiques de chacune des anthologies. Il y a un pins de Valentin Sage, donc voilà, j'ai dû craquer. Ça n'a pas de prix. Bah voilà, mais à 8 € pour le coup, mais je l'ai pris. Ça a un prix. Et évidemment que je l'ai pris. Des stickers, il y a aussi des cartes holographiques, donc en gros l'ensemble des goodies pour lesquels moi je n'ai absolument plus aucune volonté. Mais voilà, des trucs qui permettent de soutenir, d'avoir des trucs en plus. Donc voilà, la campagne elle est en cours. C'est pas encore complètement réalisé l'objectif, mais on est déjà à 50% après alors que ça fait même pas 24 heures que ça a été lancé. Donc le lien est dans la description de ce podcast et je vous encourage vivement à aller soutenir ce projet. C'est 25 € le tome, c'est un gros truc un peu épais avec pas mal, et voilà, 8 € le pins pour celles et ceux qui veulent. Donc n'hésitez vraiment pas, ça a l'air vraiment plutôt cool. Du côté également des dédicaces, on a Joe Kinnon qui arrivera prochainement chez Album Comics, Corentin. Quinones, tu veux dire? Quinones, ouais, je sais pas comment on dit. Non plus, je sais pas s'il est d'origine hispanique. Je sais pas, peut-être, ouais. Oui, il arrive bientôt. Donc ça, c'est bien. Chez Album Comics, et on a également quelques invités qui nous font plaisir au rendez-vous de la... Il y a Stacy Lee aussi. Stacy Lee, mais que je connais pas du tout pour moi non plus. Mais voilà, il fallait le dire. Très bien. Parce qu'ils sont ensemble le même jour. Oui, c'est vrai, c'est la même date, je crois que c'est le 25 mai de mémoire. Et juste un petit peu après, au début du mois de juin, alors tout le mois de juin, il y a les rendez-vous de la bande dessinée à Amiens, un festival qu'on aime bien, on y va depuis 2 ans maintenant. Si, Stacy Lee, c'est Silk. C'est Silk, pardon, oui, c'est 2 séries Silk chez Marvel qui sont très bien. D'accord, très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Album pour les conditions de dédicace. Mais donc avant que tu ne me reprennes, je disais à Amiens, il y a au mois de juin les rendez-vous de la BD, qui est un festival de BD qui est super chouette, avec 2 temps forts qui sont le week-end d'ouverture et le week-end de fermeture. Pourquoi Parce que les conditions pour accéder à Naoki Urasawa sont absolument horribles. C'est sur tirage au sort en quantité limitée, oui, pour la conférence et pour les dédicaces. Donc moi je n'irai pas à Amiens, désolé Amiens. Mais pourtant, je suis dégoûté. Il y a plein d'autres choses à faire que voir Naoki Urasawa. Ouais, mais il vient pas souvent, donc je suis dégoûté. Oui, mais toi, je sais pas, de faire une accréditation presse et c'est de demander une interview. Je suis dégoûté. Très bien. Donc c'est vrai que cette année ils font très très fort. Nous on y allait les précédentes éditions puisqu'on avait eu le plaisir d'aller à la rencontre de Charlie Adler, de Sean Murphy, non, pas de Sean Murphy, de Sean Phillips, merci. Il y avait une exposition pour Criminal, donc ça c'était vraiment super cool. On remercie Manon qui s'était donné pour qui est du comics qui soit dans la programmation. Il y avait aussi une très très chouette exposition à Guillaume Singelin l'année dernière. Mais il y avait Kinaï aussi qui était là. Kinaï qui avait un stand à un moment. En général c'est plutôt sur un fonctionnement de table d'artistes, mais chaque année il y a une maison d'édition qui est mise en avant. Effectivement, il y a 2 ans je crois, c'était Kinaï qui avait eu droit à un stand du coup pour mettre en avant leur bande dessinée. Et ils avaient eu les auteurs de Grog the Frog qui est super chouette, donc voilà. Il y avait Hutt qui était là aussi je crois. Il y avait Hutt. Simon Hutt, je l'appelle Simon Hutt. Je l'appelle en anglais. Je crois qu'il était venu une fois effectivement aussi. On l'avait vu effectivement une fois. Mais tout ça pour dire que cette année, Guillaume Singelin sera de retour. Il aura pas d'exposition parce que c'est bon, ça commence à faire beaucoup. Mais il sera là en présence sur le festival, notamment pour défendre Shin Zero qui est sorti en début d'année. Donc son récit de Super Sentai modernisé avec Guillaume Bablet en co-scénariste. Guillaume Bablet. Je dis Guillaume Bablet, putain, Mathieu Bablet. Et c'est parce que les deux, ils sont ensemble. Ils ont fusionné, c'est comme Gogeta. C'est ça, c'est Gogeta. En plus, Ron s'appelle Guillaume aussi, du coup, c'est peut-être pour ça que t'as fait, c'est tous des Guillaume maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, Guillaume Bablet, effectivement, le truc improbable, donc. C'est hyper bien, Shin Zero, ceci étant. C'est ça, donc, du coup. On en avait parlé en quelque chose? Je crois même pas. Rattrape, hein. Oui, effectivement, alors. Tu as raison. En plus, je voulais qu'on fasse un podcast avec toi pour qu'on débriefe un peu parce que moi j'ai fait le podcast making of, mais il faut qu'on fasse le débrief maintenant du premier tome aussi. Oui, remettons-nous sur Shin Zero un petit peu. Surtout qu'il y a d'autres choses. Enfin, il y a Cloud de Florent Maudou, il y a le Slum Kids tome 2 qui arrive bientôt, donc effectivement, il y a du boulot là-dessus. Mais donc, Guillaume Bablet, donc en fait, il fait des histoires chibi, mais ultra dépressives et contemplatives. Du coup, c'est ce mix des deux, tu vois. Donc, Guillaume Singelin sera présent, mais aussi, il y aura Tom Taylor et John Somariva qui seront là, et ça fait plaisir parce que donc c'est l'équipe créative de Retour à Neverland qui est sortie aux éditions Dupuis, que nous on avait bien aimé et qui avait été sélectionné par notre jury dans la catégorie jeunesse de nos premiers First Print Awards. Et là,
comble du bonheur, ils viennent de recevoir le prix BD des collégiens. Donc, parce qu'il y a 3 prix en fait primaire, collège et lycée qui sont organisés avec le festival de la bande dessinée d'Amiens et en fait tout un programme éducatif puisque il y a des parcours de lecture. En fait, les albums sont sélectionnés dans le cadre de parcours de lecture au sein donc de plein de classes d'écoles, de collèges et de lycées avec des accompagnements où les élèves doivent voter ensuite pour leur album préféré. Donc là, c'est Retour à Neverland qui a gagné le prix. Et par pur hasard, j'imagine que peut-être qu'ils étaient au courant du résultat, qu'ils ont contacté Duby pour leur dire ce serait pas mal si vous les fassiez venir du coup, ce qui est vraiment plutôt cool. Parce que ça permettra de retrouver un Tom Taylor aussi sur un exercice qu'on lui connaît moins, alors que pourtant c'est par là qu'il a commencé, puisque Tom Taylor en Australie, il a fait The Deep d'abord, c'est une BD jeunesse qui était adaptée en série d'animation sur Netflix, et c'est comme ça que sa carrière a vraiment démarré. Après, il a tué tout l'univers DC. Après c'est ça. Après il s'est expurgé, il a dit trop de jeunesse, trop de bons sentiments et tout ça. Je vais faire des massacres. Donc il a massacré l'univers DC plusieurs fois, il a fait Dark Age aussi qui était assez bourrin chez Marvel, et puis voilà, entre 2 très bonnes séries chez DC, il a repris la jeunesse avec Retour à Neverland, qui est une forme de relecture du mythe de Peter Pan et de l'île, c'est quoi, c'est l'île imaginaire? Non, le pays imaginaire, Neverland, littéralement. Est-ce que sa visite ne coïncide pas avec la finale de la Ligue des Champions aussi? Ou le PSG je pense que ça n'a absolument, je sais plus quoi. Je pense que ça n'a absolument aucun rapport. Si, surtout qu'en plus, non, puisque c'est le 7 et 8 juin, alors que la finale c'est le 31 mai. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, dommage. On aurait pu aller à un bar avec lui pour regarder le foot encore une fois. Mais il aime pas le foot. Bah si. Ah bon? Bah oui. Ah bon? C'est sympa, on était dans un bar pour regarder un match de foot avec lui. Avec Sullivan à l'époque. C'est sympa. Mais non, mais c'est parce que c'était la fermeture de Comic Con Paris, c'est pour ça. Oui. Et le fait qu'il y avait un match de foot qui était diffusé n'avait aucun rapport. Il voulait voir le match. Ah bon? D'accord. Écoute, très bien. Mais interview-le là-dessus. Ouais. Non, qu'est-ce que tu penses de Mbappé et tout ça? Si je lui parlais de foot, je pense qu'on n'irait pas très loin pour le coup. C'est vraiment pas une interview très intéressante. Par rapport à ce que tu disais, ceci étant, si vous êtes parents ou quoi, c'est super bien les rendez-vous de la BD de l'Amiens parce que c'est très bien pour les gosses. La fois où on a été nous, il y avait une expo, enfin pas une expo, mais une sorte d'espace de jeu motif Hilda. Super série Netflix. De toute façon, c'est très axé parce que vu que les prix, c'est quand même des prix jeunesse en tant que tel, parce que c'est des BD pour les écoles, les collèges et les lycées. Alors les lycées un peu moins peut-être, mais en l'occurrence, c'est d'ailleurs le prix qui était récompensé pour les lycées, c'est un ouvrage qui s'appelle Une nuit avec toi, qui est sorti aux éditions Glénat. En gros, c'est l'histoire d'une nana qui se fait méga harceler par un gars et qui finit par causer sa mort et qui se retrouve avec le cadavre de son harceleur dans la voiture, genre polar, et plus ça va, plus ça c'est vraiment le récit qui glisse de plus en plus vers l'horrible quoi. Ils sont sombres les lycéens d'aujourd'hui. Hein. Ouais, non, mais par contre ça parle tellement de harcèlement de rue, enfin de violence envers les femmes et tout ça de façon super moderne et c'est hyper bien fait. C'est à Maran. Alors j'arriverai pas à prononcer son nom de famille, Harshian, mais c'est hyper bien. En l'occurrence, ça avait déjà été récompensé en 2023 par Actua BD et vraiment c'est un très très bon album. Donc pour le coup, n'hésitez pas aussi à lire ça. Je me permets juste cette parenthèse. Et donc voilà, Amiens, c'est 2 temps forts à chaque fois. Donc effectivement pour le week-end d'ouverture, en plus de Taylor, Somariva et Guillaume Singelin, il y a un petit monsieur qui s'appelle Naoki Urasawa qui sera présent sur place, évidemment qui sera certainement très peu accessible. Bah oui, bah c'est le jeu frérot. Qu'est-ce que je te dis? C'est un de mes auteurs préférés. À Angoulême aussi, il était pas accessible, très peu. Ouais. Et moi, je me rappelle que j'étais en train de faire une news sur Comics Blog dans la salle de presse et d'un coup, il est venu parce qu'il y avait la conférence peut-être de fermeture ou je sais plus quoi et du coup, il était là, genre j'ai une photo de lui à 2 mètres de moi. T'as été le voir, il y a un agent de sécurité qui t'a plaqué au sol. Bah non, justement, je suis resté, pour le coup, j'ai su me contenir, j'ai fait, bah non, attends, c'était fucking Urasawa devant moi, j'ai fait, moi, j'avoue, j'aurais quand même tapé le selfie, là, pour le coup. Ah, je sais pas, j'ai pas osé, je t'avoue, j'étais là, je faisais, oh là là. C'est le plus grand mangaka depuis Otomo, Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre à Amiens pendant le mois de juin parce que ça va être vraiment plutôt cool. Et encore un autre point dans l'événementiel, une nouvelle convention qui arrive en région parisienne. On n'a pas encore énormément d'infos. Ça s'appelle l'Epic Experience Paris. Alors, ce sera pas à Paris, mais vu que à l'heure où l'on enregistre, notre site est complètement down, faut que je retrouve en fait à chaque fois. Besoin de le dire. Bah ouais, bah ça fait partie de. Est-ce que c'est des Belges qui sont derrière ce coup-ci? Non, justement pas. C'est Johan Boisseau qu'on connaît très bien. Pourquoi? Pas parce que c'est lui qui co-gérait le Paris Manga and Sci-Fi Show pendant de très très nombreuses années, et c'est aussi le directeur de la petite maison d'édition indépendante des éditions Réflexion, donc un vrai passionné de comics en l'occurrence. Donc ce sera à Rungis, à l'espace Jean Monnet, les 7 et 8 février 2026. Donc il se place assez frontalement, ou en tout cas assez proche de Paris Manga, j'ai l'impression. Mais donc connaissant le bonhomme, j'imagine que les comics auront droit à leur mise en avant également
vraiment là avec une petite artiste allée. En tout cas, j'espère, c'est ce que je leur souhaite. Et puis après voilà. C'est ça, il a quitté Paris Manga, je pense, avec le rachat par TGS. J'imagine qu'il n'y avait pas forcément d'acquaintance avec la direction qui a repris le truc. Mais en tout cas, ça, lui, il se déterre pour recréer un autre festival. Donc j'imagine que... C'est un peu risqué de mettre sa pile en face de Paris Manga, non? On verra. Non, ça dépend. Ça dépend des modalités, de ce qu'il compte proposer. Mais je pense que ce sera une bonne occasion d'avoir Yohan dans le podcast pour parler de réflexion et de ce salon. En l'occurrence, donc voilà, c'est affaire à suivre. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je lui souhaite tout mon courage. Des bisous aux Ringissoises et aux Ringissois qui nourrissent tout Paris. Allez, Corentin, du coup, dans l'actualité comics, une grande nouvelle importante. Nicolas Beaujoin, que tu sais qu'il y a des gens qui ont repris l'appellation baiser de la Fab et tout. Il y a des gens qui le disent comme ça en disant oui, tout le monde l'appelle. C'est vraiment le truc, tu sais, que tu réussis à un restaurant en disant ouais, non, mais en fait, vraiment tout le monde l'appelle comme ça, alors que non, c'était juste nous sur notre canapé, mais ça prend. Si un jour il arrive en salon avec un t-shirt baiser de la Fab. Mais faut lui offrir ça pour son prochain anniversaire. Ouais, c'est pas con. En vrai, est-ce que c'est pas con. Je trouve que ce qui nous écoute, donc maintenant, ce sera plus une surprise. Ça va pas le faire rire, mais. Si on lui offre. Moi, je pense que si, ça le fait rire. Est-ce que ça te fait rire, Nicolas, si tu nous écoutes? On ne sait pas. Mais donc, il devient éditeur chez Delcourt. Il a dit oui, t'as vu. Je l'ai pas imité. Je l'ai pas imité. Non, te risque pas ce genre de truc. Non, t'inquiète. Allez, continue, vas-y. Donc, il devient éditeur chez Delcourt. Ça a été annoncé, en fait, pas en catimini, mais juste comme ça, lors de la soirée d'ouverture du Salon du Livre Paris. Mais les éditions Delcourt ont fait un communiqué quelques semaines après pour dire vraiment donc que Nicolas devient éditeur chez eux, c'est-à-dire qu'il va superviser de la création, en l'occurrence. Donc, le rapprochement, il est assez évident puisque Delcourt appartient désormais à Editis et que 404 Graphics c'est chez 404 éditions, donc c'est l'une des nombreuses des 52 maisons d'édition du groupe Editis. Donc en l'occurrence c'est plutôt vu que 404 Graphics faisait déjà quelques créations originales depuis en fait très rapidement il s'était mis à faire des créations originales. Il y avait eu Mundus, il y avait eu c'est pas sous Paris mais ah merde, c'est que Big Under, Big Under, tout simplement. Hein? Big Under, Catacombe, Big Under. Et ensuite le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Donc là en fait tout simplement ce qu'il va faire c'est que les créations vont aller chez Delcourt pendant qu'il continuera de superviser en tant que directeur de collection ce qui sortira chez 404 Graphics pour nous apporter donc les BD américaines comme il le fait depuis les débuts quoi. Il le fera pas que américaine. Donc logique, ouais. Oui, il y avait pas que c'est majoritairement quand même anglophone hein. C'est vrai qu'il avait tenté un truc d'Italie là, un truc jeunesse un peu qui venait d'Italie mais il y avait Dunst qui était Dunst c'était pas italien. Non. Scandinave non. Non mais je pense à le truc italien c'était la fleur la fleur de quelque chose, c'était en soupe là, et Dunst oui par contre c'est suédois je crois. Un truc c'est ce pays où ils parlent des langues vraiment très très bizarres. C'est ça. N'importe quoi, arrêtez les gars. C'est ça. Non mais du coup c'est une bonne nouvelle Corentin. Oui, bah c'est une bonne nouvelle, il faut voir est-ce qu'il aura les coups des franges pour travailler comme il en l'occurrence, je pense que s'ils sont allés le chercher, c'est pour profiter de son savoir-faire et sur la supervision de projet et aussi sur le son apporté à l'objet livre. Bien sûr, il faut voir aussi s'il aura le temps de faire les deux en même temps. Bah, il a déjà le temps de le faire là. C'est juste qu'il le fait pour une autre maison, mais techniquement. Ça, on n'a pas les détails. C'est quelle va être la productivité, la production qu'il voudra se mettre. Est-ce que, je sais pas, je veux pas être paranoïaque ou même pessimiste, c'est juste, je veux attendre de voir avant de m'emballer. Moi, c'est vrai que les créations originales de 404, c'est le point qui m'intéressait le moins. Donc, c'est plus... oui, c'est vrai que toi, tu t'en branles. Non, c'est pas je m'en branle. J'ai trouvé intéressant le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, mais c'est pas ma BD préférée. Et par contre, effectivement, Big Under et Mundus, je trouvais ça plus comics, en fait, même quelque part. C'est plus justement la culture qu'il a et l'envie qu'il avait de trouver des pépites qui, justement, faisait que je trouvais la collection 404 super intéressante. Par contre, il peut pas être auteur à la place des auteurs, donc ça va dépendre de qui s'entoure, de quelles vont être les premières annonces. Ceci étant, attention, moi je suis une petite minorité. Le dernier jour de Lovecraft, ça a très bien marché, les gens ont beaucoup apprécié, et pas que les Lovecraftiens d'ailleurs. Donc voilà, probablement d'ailleurs que c'est ce succès-là qui a aussi peut-être commencé les discussions avec Delcourt. Oui, parce que les deux autres, toutes sympathiques à soi, n'avaient pas eu le même retentissement. Et en même temps, c'est parce qu'elles ont été faites encore à l'époque
quand c'était encore quand 404 Comics s'appelait encore 404 Comics. Et bon, on va pas refaire le débat là-dessus, mais on le sait que comics c'est un gros mot, que voilà, que si tu fais ce format et que tu l'appelles comics au lieu de roman graphique, ben tu vas avoir des problèmes à être identifié, à être bien vu et tout ça. Donc voilà, mais c'est vrai que le dernier jour de Lovecraft, avec son format agrandi aussi, sa qualité de création franco-belge en tant que ce qu'elle est, tactiquement, enfin franco-européenne on va dire plutôt, effectivement je pense que ça a permis d'être plus visible sur le travail, et que bah peut-être que ça donnera plus de chance par contre à des projets qui seraient de la teneur pop qu'un Mundus par exemple, mais qui auront une meilleure mise en avant en étant chez Delcourt plutôt que chez 404 Graphiques. Bah, ou alors peut-être que maintenant qu'il a tout ce réseau avec les Américains, ce serait aussi l'occasion de faire des métissages, des rencontres, parce que techniquement Jakub Rebelka était plus un artiste identifié comique, enfin oui bien sûr, son parcours chez Boom Studios, etc. En tout cas de notre point de vue à nous, il a fait de la BD européenne évidemment avant, mais peut-être que voilà, il y aura des croisements à faire qui seraient intéressants. Non mais bien sûr, oui bien sûr, et qu'il y a des auteurs avec qui il a travaillé sur des projets d'adaptation. D'adaptation dans le sens que c'est une adaptation en langue française, quoi, donc des traductions avec lesquelles il pourrait travailler sur des créations originales. Je dis comme ça, Lisandro Esteren, par exemple, tu vois, je pense que c'est totalement un artiste avec lequel il a bossé sur de la ça pourrait... et Lisandro qui a bossé d'ailleurs sur le marché franco-belge aussi déjà. Moi, l'un des reproches que j'avais à faire à Emma Rio, c'est que je trouvais que c'était moins concentré au niveau scénario. Peut-être qu'elle voudra travailler, parce qu'elle est quand même, on sait qu'elle était très contente de la fabrication et de l'album. Ouais, Solo, qui était magnifique. Il y a des trucs à faire, moi je pense qu'il serait super intéressant. Après j'ai confiance c'est exactement dans son talent pour flairer les bonnes idées. C'est exactement comme Olivier Jalabert quand il allait chez Dupuis. Ce qu'on a vu après, c'était le Saison de Sang. Ce qu'on voit après, c'est ce projet toujours très bizarre, mais Amazing Comics en coédition avec Matt Cave. C'est comme Sullivan qui quitte iComics pour faire autre chose. Il y a un peu un grand renouvellement des grands éditeurs de comics français, on va dire, qui prennent un peu plus de galons ou peut-être plus de liberté en changeant de crèmerie. Donc on va voir, en tout cas je suis assez enthousiaste, excité, impatient. Pareil. Une BD sur David Lynch, Nico, si tu m'écoutes. On est chaud. Enfin, je suis chaud. Ouais, mais en fait, Arnaud, j'explique. Toi, tu connais pas David Lynch, mais on est quand même, tu sais, des dizaines de millions. Tu sais, ça existe. Il y a des fans de David Lynch, tu vois. C'est comme Poppy. Genre moi, Poppy, je connais pas, mais je dis pas que c'est de la merde, tu vois. Non. Après avoir écouté, si, je dis que c'est de la merde. Non, c'est sûr que tous les fans de David Lynch sont à coup sûr des gens qui achèteront des BD, quoi. Bah, pourquoi pas. Il a fait de la BD David Lynch. Il a fait un comic strip. Oui. Sur un petit chien énervé. Certes, mais les réalités du marché, tout ça, Corentin, l'absence de passerelle entre le cinéma et la bande dessinée. Arrête tes bêtises. Non. Arrête tes bêtises. On a 50 ans d'études du marché pour montrer que ça n'existe pas. Mais bon, bref. Faites des BD sur David Lynch. Au moins. Elle marche, les BD d'Améziane. Les biographies de ces machins. Il n'aurait pas fait 3 tomes, hein. Bah, elle marche à leur niveau. Après, j'ai pas les chiffres de vente. La BD David Bowie de Michael Red a très bien fonctionné. Fact, tes sources. Source Corentin. Oui, ta source Corentin, ouais. Donc, elle a été éditée en France, dans ton esprit, oui, c'est ça. Oui, bah, c'est vrai que toutes les BD éditées en France ont des grands succès. Ta gueule. Ça se sait. Bref, allez, on continue. T'as des a priori. Du côté de la VF, Why Don't You Love Me, un ovni graphique et une BD particulièrement pas très joyeuse. C'est pas un ovni graphique. Ah, c'est assez dur à appréhender le dessin quand même. Ça dépend. Faut être habitué à ce genre de BD un peu. Si tu as lu du Joe Matt, si tu as lu même du Crumb quelque part. Enfin, cette production indé très particulière. Donc, grosso modo, si tu sais du comic strip, hein, c'est aussi simple que ça. C'est du comic strip en planche verticale. Et on fait le lien en fait. Ça fait très bien le lien avec Nicolas Beaujean parce que Nicolas aurait voulu l'éditer, mais finalement donc c'est aux éditions Atrabis, une autre maison d'édition très indépendante qui vient de le sortir. Ça c'est publié. On en avait parlé parce que c'est le prochain film d'Ari Aster a priori. Ari Aster qui est à Cannes d'ailleurs. Mais pour résumer, ça très simplement en fait, donc c'est un comic strip qui parodie un petit peu justement les dynamiques familiales qu'on peut retrouver en fait dans les BD humoristiques traditionnelles. Sauf que là, c'est pas humoristique, donc c'est une structure familiale très classique avec un papa, une maman et 2 enfants. Sauf que là, au lieu justement qu'on ait des petits gags et un côté un peu enlevé ou des scènes de famille ou des scènes de quotidien, etc., c'est très morose, très morbide. Parce que les 2 parents en question ne s'aiment pas et sont en fait piégés dans un mariage malheureux, un mariage sans amour, et incapables d'aimer leurs enfants et de s'aimer l'un et l'autre, ils partent un peu dans une forme assez sombre, assez ténébreuse en fait de l'exploration du quotidien humain. Alors il y a une évolution dans l'album et effectivement parce que c'est pas vraiment du comic strip au sens où il y a quand même une histoire qui progresse narrative, c'est-à-dire qu'on revient pas à zéro à chaque fois qu'on entre sur une nouvelle page. En revanche ça reste quand même
assez lourd à lire, au sens où voilà, la daronne est alcoolique. Le père, lui, c'est un mec qui ressent absolument aucune empathie, ni pour lui, ni pour ses enfants, ni pour sa femme. Et c'est un peu comme la série Scenes from a Marriage de HBO, qui était d'ailleurs le remake d'un truc de Bergman, je crois, à ceci près que t'as en fait ce format, ce dessin très minimaliste de BD de presse, entre guillemets, qui ne cherche pas justement à donner de l'effet sur les visages, sur la mise en scène. En fait, tout passe vraiment par le dialogue et le situationnisme. Donc c'est assez particulier, il faut savoir dans quoi vous rentrez quand vous lisez ça. Je pense que c'est vraiment de la BD pour adultes au sens traditionnel du terme, hein. Effectivement, il y a un film qui arrive avec Ari Aster et Jennifer Lawrence. Oh là là. Je sais pas si c'est ça qui a motivé Trabil à mettre les mains dans ce projet-là, qui avait quand même reçu un très bon accueil critique. Non, parce que c'est une BD qui a un très bon accueil critique. Ça vient de DQ, on peut pas de Ronan Quarterly en plus, donc c'est ça, voilà, ça s'inscrit. Je pense totalement dans le cadre de la ligne édito de Atrabil, hein, c'est un album d'ailleurs qui a eu le prix Jeune Révélation au dernier FIBD. C'est un bouquin qui était chez eux. Donc ça participe totalement de leur ligne édito parce que déjà le film en projet, on n'a aucune assurance qu'il voit le jour réellement, donc tu paries pas là-dessus en le sortant 2 ou 3 ans avant que ça voit réellement le jour, tu vois, je pense. Non, peut-être pas, mais bon, après tu te dis que tu l'auras toujours en rayon, quoi. Parce que si effectivement ils étaient quelques-uns à se oui, après si t'as trop de retours et tout ça, faut tenir les stocks et de le garder en rayon jusqu'à la sortie du film, c'est pas évident, hein. Non mais bon, t'as les droits, quoi. Oui, mais après les droits, comme dit, faut les exploiter aussi. Donc mais bref, tout ça pour dire, à mon avis, il y a peut-être un petit lien, mais à mon sens, non, surtout que les choses le lien, c'est peut-être que le prix des droits a augmenté, par contre. Ah, entre-temps. Sauf s'il l'avait acheté avant, parce que tu sais pas, tu sais, ce genre de bouquin, c'est assez épais, donc faut le temps de le traduire et tout ça. Pages, je crois. Ouais, il y a beaucoup de dialogues, en plus, hein. C'est vraiment, vu que tout passe par le dialogue. Mais jetez-y un œil, hein, vous verrez. En l'occurrence, je sais pas si ça va parler à notre auditorat à nous, mais soyez ouverts d'esprit, contrairement à Arnaud Kikou et David Lynch. J'ai rien contre David Lynch. Si, je te dis juste que faire une BD sur lui, c'est pas le projet le plus. Tu attends. C'est un projet, c'est pas un projet très viable, c'est tout. Mais je peux me tromper, hein, peut-être. Peut-être qu'en fait, d'un coup, on va découvrir que il y aura 12 millions d'acheteurs de BD sur David Lynch. Qui sait? Il y a du bruit là qui. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui vient de se passer, Arnaud? Je viens de lancer juste un petit extraterrestre qui est passé. Non, je viens de lancer une page pour parler de la prochaine actualité, qui est donc la première création originale DC Comics chez Urban Comics. Ah, d'où la voix, du coup. C'est ça, en fait, il y a l'interview de Sylvain Runberg qui s'est lancé automatiquement sur la page de Urban Comics, puisque donc ça fait longtemps parce que c'est donc Sylvain Runberg et Mickey Montlo qui vont faire un titre qui s'appelle Wonder Woman et Harley Quinn, la souffrance et le don. Et moi, je me rappelle que Mickey Montlo avait été invité au Paris Fan Festival l'année dernière ou il y a 2 ans, et que quand j'avais fait ses recherches, en regardant son profil, il avait partagé le fait qu'il bossait sur un titre Wonder Woman en créa machin, et j'étais là genre mais attends, mais on est au courant de ça, enfin ça sort d'où? En fait, ça fait déjà plusieurs années que le truc est en gestation. Effectivement, bon, après par courtoisie, pas rédigé dessus parce que ça reste un projet vachement important pour l'éditeur, et tant que c'était pas monté tout ça, j'imagine que voilà, ils avaient pas envie de parler dessus. Mais maintenant, avec les interviews disponibles, on sait qu'en fait les deux auteurs travaillent depuis plusieurs années sur cette création, et que visiblement ça faisait partie des envies de Urban d'avoir des projets de création, à l'instar du Batman The Dark Prince Charming de Enrico Marini qui était fait chez Dargo, sachant que Urban Comics techniquement ça appartient à Dargo, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, donc c'est plutôt cool de voir un français, Mickey Montlo, je sais pas, non, il est espagnol, mais je crois, mais en tout cas il est pas français, mais du coup d'avoir une équipe de bande dessinée franco-européenne qui peut utiliser les personnages de DC pour une histoire originale, donc décrit comme donc une histoire sur la société des légendaires Amazones de Themyscira, au moment où les sœurs guerrières se déchirent sur le sort de l'une d'entre elles, mystérieusement tombée enceinte, ce qui est bizarre puisqu'il n'y a pas d'homme sur Themyscira. Les Vierges Marie, voilà. Oui, mais on a un exemple dans l'histoire. Rien à voir. Et donc Harley Quinn débarque sur l'île en quête d'asile à ce moment-là, et donc ça va forcément faire un petit peu des étincelles. Ça, franchement, le graphisme est super chouette. Des quelques images que l'on peut voir dans justement dans la petite vidéo reel interview faite pour les réseaux sociaux, et ce gros nul de Rich Johnston qui fait ouais, j'ai les premières images et tout de la BD, qui en fait il a juste screené une à une les planches qui apparaissent dans le réel, et du coup
coup avec les vieux sous-titres dégueulasses qui apparaissent, vraiment le travail. Il a les premières images, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vraiment le travail de porc, quoi. Franchement, c'est vraiment, le mec a vraiment aucune éthique, quoi. C'est crade. Mais bref, ça, non, mais vraiment, ça fait. Virgule. Et donc, moi, je suis content. Je suis grave content. Ça faisait longtemps qu'on avait un peu ce vœu de voir des auteurs de franco-belge pouvoir de s'emparer après justement Dark Prince Charming. On disait, c'est quand les prochains? Donc, les prochains, c'est en septembre. Ça, j'imagine que ce sera un truc assez important et j'espère que ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont en préparation. J'imagine que ça dépendra peut-être du succès de ça. J'étais très choqué à titre personnel de voir après les réseaux sociaux, c'est la lie de l'humanité, mais sur la page Facebook de Urban, des gens qui disaient on s'en fout, on n'a pas demandé ça, mais qui a demandé ça, machin, enfin vraiment des pisses froides de ouf, quoi. Alors que je sais pas, je trouve ça super cool de dire que DC a laissé un éditeur français bosser avec leur personnage, ce qui n'arrive que peu. C'est pas la première fois ça arrive, puisque Marvel l'avait fait. Il y avait une collection de Panini, je crois que c'était Panini Transatlantique ou un truc comme ça. En fait, c'était 4 récits qui avaient été faits sur leur personnage ça avait pas marché de ouf. Et en général, j'ai pas l'impression que ce soit forcément des efforts qui arrivent à se pérenniser dans le temps, mais au moins ils essaient de le faire aussi de ce côté-là. Donc, je sais pas, sur le principe, attendons déjà en voir. Et au moins, c'est pas sur Batman, parce que là aussi, si ça avait été un Batman, tu aurais fait mais déjà, il y aurait redondance avec le Batman de Marini, je pense. Et puis il y a toujours aussi cette critique qui vient tout le temps de dire mais vous faites que du Batman. Donc là on dit là on fait autre chose clairement. Donc j'étais vraiment très surpris de voir ces réactions des lecteurs qui, je pense, ne sont qu'une minorité silencieuse malgré tout, mais ouais, ça m'a un peu attristé parce que moi je suis super chaud pour découvrir ça. Surtout que l'interview ça va être vachement plus facile à faire aussi, quoi. Bah oui, en français, mécaniquement. Tu vois. Donc mais quel est ton avis, toi? Je ne connais pas les deux auteurs en question, donc je ne peux pas me prononcer parce que français, pas français. Oui, c'est cool évidemment. D'avoir juste un peu de production locale sur des personnages américains. Runberg, en l'occurrence, tu pourras le voir parce qu'il fait la petite histoire Superman dans l'anthologie Superman The World aussi, du coup, cette année. D'accord, ok. Ouais. C'est assez logique, du coup, effectivement. Non, je sais pas trop quoi en penser. Effectivement, moi, le métissage culturel, c'est un truc qui me parle de plus en plus, dans la mesure où les conventions comics et BD franco-belges, elles sont plus aussi claires que ça, en dehors des formats et en dehors des prix, etc., et du langage, évidemment. C'est plus le pitch Wonder Woman et Harley Quinn. Moi, naturellement, en fait, ça me vend pas du rêve. C'est-à-dire que les deux personnages ensemble me paraissent pas forcément miscibles. Enfin, je veux dire, conjugables aussi facilement que ça. Après, c'est un challenge, hein. Mais j'attendrai quand même d'avoir le projet en main. Si c'est le début d'une collection ou d'un rapprochement durable, moi, je vais toujours, encore une fois, revenir sur mon idée que ce serait bien d'avoir les mecs de 6-19 pour faire un truc comme ça. Mais ils veulent arrêter sur les projets d'auteur, etc., etc. Donc, je comprendrais bien que ça ne va pas arriver. Ça dit, Blackie avait fait une courte histoire Batman dans l'anthologie. Est-ce que c'était non, c'était une série Gotham Legend, je sais plus. C'était une anthologie, du coup. C'était plein de petites histoires. C'était Batman Legends, Gotham Legends ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Bref, voilà. Il a fait une courte histoire là-dessus. Voilà, moi c'est plus ce genre de truc là parce que en fait je connais mal le franco-belge, donc je trouve c'est qu'elle est très bien, hein, Sylvain Tenberg et l'artiste. Runberg. J'ai pas lu tout ce qu'il a fait. C'est pas un auteur que je suis beaucoup. Je vois qu'il est très prolifique. En tout cas, il est bien installé dans le milieu de la franco-belge. Ça fait quelques années qu'il est là maintenant. Et il y a 2-3 trucs que j'ai lus de lui, il me semble. Faut que je regarde sa bibliographie, mais je pense. Mais qui était sympa, notamment. Attends, je vais vérifier. Mais du coup, des experts du franco-belge pourront certainement vous dire si c'est une bonne prise ou pas une bonne prise. Moi, de mon côté, l'initiative me plaît et on verra. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à en dire pour l'instant. Si le produit fini est bien, tant mieux. Et si jamais ça amorce une collection réelle, encore mieux, even better. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, Runberg, de toute façon, ça a une affinité, parce qu'il le dit dans l'interview, c'est que ça fait longtemps qu'il veut travailler sur des personnages d'ici, parce que c'est un mec qui a des affinités avec les comics. Et d'ailleurs, il fait des choses qui sont déjà publiées aux États-Unis, ou en tout cas, il travaille avec des autrices qui font du comics, parce qu'il a fait Under York, donc les chroniques d'Under York avec Mirka Andolfo. Ah, mais si, ouais, j'ai vu passer ça. Et il a fait Patriarchy avec Belen Ortega. Okay. Donc il a déjà quelques accointances comme ça avec ses autrices, en l'occurrence, qui travaillent aussi pour le marché américain. Et moi, j'avais lu On Mars, qui était un récit de science-fiction qui était sorti, je crois que c'était chez Daniel Magan. Ouais, c'est ça, et qui était vraiment plutôt sympa, avec truc de prison sur Mars, avec des camps de travail sur Mars et tout, qui était plutôt cool, quoi. Donc non, voilà, il me semble, il a fait quand même pas mal de choses. Alors c'est vrai que il a fait de l'adaptation de Millennium, du coup, en bande dessinée aussi. De Stieg Larsson. Ouais. Okay. Tout à fait. Avec Holmes au dessin, et Holmes qui est aussi un grand nom du franco-belge. Après, c'est vrai que récemment,
Bon, il a fait la BD Capitaine Flamme, Capitaine Flamme, qui de ce que j'ai compris est vraiment pas terrible. Donc voilà. Mais voilà, parfois il y a des auteurs qui font des très bonnes choses et qui font des trucs moins bien à côté. Moi, je reste quand même assez curieux. Et content surtout que ça voit enfin le jour. Donc ça, c'était du côté de la VF pour le moment. Il y aura d'autres choses qui arriveront forcément dans les prochaines semaines. Mais du côté de la... Ce serait bien si ça allait dans le sens inverse. C'est-à-dire Mignola qui fait du Tintin, par exemple. Putain, ouais, de ouf. Mais Tintin, tu sais bien que c'est chasse gardée, donc ça va être compliqué. Mais un jour, peut-être. Ouais, mais ouais, non, ça casse les couilles de ouf, quoi. C'est un truc de fou, ça. Mais oui, et des... Jean-Marc L'Officier avait réussi à mettre Tintin dans une BD DC Comics. Oui. Il y avait Obélix aussi. Enfin, on voyait pas son visage, mais c'était Obélix. Ouais, il les a placés en douce, ouais. C'est sûr. Donc, du côté de la VO, je l'en place une, c'est plus pour moi, ça me fait plaisir, à toi peut-être moins, c'est donc le label IDW Dark, qui était annoncé à l'automne 2024, donc qui doit faire à la fois, poursuivre Beneath the Trees Where Nobody Sees, qui fera des nouveaux comics 30 Days of Night, donc c'est un label qui est dédié aux comics d'horreur, mais donc au-delà de ces continuations de création originale, ils font surtout ils vont faire de la licence. Donc ils avaient déjà annoncé qu'il y aurait par exemple du comics The Twilight Zone. D'ailleurs Building Cool a fait un article. C'est Dan Waters finalement qui va Dan Waters. Après tu sais ces articles où il dit ouais c'est Dan Waters, ça sort en septembre, il y aura des couvertures de machin parce qu'il a récupéré des données des sites à l'américaine. Du coup on n'a rien. On sait pas quand ça sort vraiment. On sait pas qui va dessiner. On n'a pas de pitch. Oui, je sais. J'ai vu. Et lui il rend fou. Bref, du coup... Vous avez compris qu'Arnaud a un problème avec Bleeding Cool en ce moment. Mais... Pas Bleeding Cool en tant que tel, parce qu'ils sont plusieurs rédacteurs dessus, mais avec la façon de faire de Johnston qui est nulle. Voilà, laisse-nous sortir, comme ça après on se libère de ça pour le podcast. Voilà. C'est juste que c'est pas de l'information de qualité en fait, c'est tout. On a rien quoi, tu sais rien et ça fait ça alimente son circuit de trucs quoi. Donc à IDW Dark, donc on sait qu'il y a donc du Twilight Zone, que doit y avoir du Sleepy Hollow. Alors ça par contre même du A Quiet Place en l'occurrence, donc c'est parce que c'est avec Paramount en gros, et donc dans ces projets là il y avait aussi, ils annonçaient aussi qu'il y aurait un comics autour de Event Horizon, et Event Horizon c'est un film de 98 qui est sûrement le seul film regardable moi je dirais le seul bon film, mais le seul film regardable de Paul W.S. Anderson, qui a donc fait après la saga Resident Evil, qui a fait l'horrible Monster Hunter, c'est de la merde, et qui a fait un nanar incroyable là qui s'appelle In the Badlands ou un truc comme ça là. Into the Badlands, c'est une série. Non, c'est In the Lost Lands, un truc pas possible, toujours avec Mila Jovovich d'ailleurs, et avec Dave Bautista. Ils sont encore ensemble, je crois, non? Oui, bien sûr, c'est sa femme. Ouais. Ils sont mariés. Je sais que c'est sa femme, mais oui, c'est pour ça qu'il fait. C'est pour ça qu'il fait que des films pour dire regardez comme elle est belle ma femme, et après c'est vrai, et surtout qu'elle vieillit pas, j'ai l'impression qu'elle ne vieillit pas, c'est un truc de fou. Alors c'est les Russes, c'est peut-être le maquillage ou les effets spéciaux, mais c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que depuis le premier Resident Evil c'est toujours la même voilà, mais bref, In the Lost, ça restera toujours le 5e élément, mais... ça c'était génial, mais ça c'était vraiment bien à l'époque quoi. Voilà, je sais pour Luc Besson, mais laissez-moi le 5e élément. Mais oui, mais Jeanne d'Arc aussi, non, il était bien, je crois. Oh. Je sais pas, j'ai pas vu en fait, je crois. Mais bref. Mais donc In the Lost Lands, où en fait ces gens elles jouent la sorcière, ils doivent se rendre d'un point A à un point B pour exaucer un souhait, et donc se rendre et tuer un loup-garou en fait, pour donner ses pouvoirs de loup-garou à la princesse d'un royaume mi-cyberpunk, mi-dark fantasy, un truc trop bizarre, tu sais. Et pendant tout le voyage, il y a juste un truc qui me marre, c'est qu'ils sont à cheval, et puis ils se posent un campement, il y a plus de chevaux. Ils sont poursuivis par des gens, du coup ils doivent se barrer, ils se barrent à pied, mais le plan d'après, ils sont de nouveau à cheval. Et pendant tout le film, c'est comme ça, et tu dis, mais ces chevaux qui se téléportent, c'est trop, c'est un bug. Je te jure, c'est un bug. Non, mais c'est une feature, enfin, parce que ça fait partie du truc, et ça m'a fasciné. Je fais, mais personne n'y a réfléchi. Voilà, je champ contre champ. Mais du coup, je pense que c'est un vrai truc. Vous le faites en soirée à bière, pisse avec des potes, c'est vraiment marrant parce qu'il y a trop de trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Mais donc, Paul W.S. dans Pompéi aussi. Il a fait le film Pompéi, rappelez-vous. Oui. Avec Orlando Bloom, je crois. Ouais, le volcan qui érupte, c'est un film et péplum et la catastrophe naturelle, quoi. Ouais, il est nul à chier ce film, c'est horrible. Mais par contre pareil, si vous voulez boire un shot dès qu'ils disent une connerie là, ça va très vite. Et donc il a fait en 98 Event Horizon, qui est un film d'horreur de SF. Moi j'adore l'horreur et la SF. Où en gros je suis un mec super original. J'adore l'horreur et la SF. Non, mais j'adore. J'ai fait tous les Dead Space, les gars. Moi, je suis l'un des rares sur Terre. Hein. Et je peux dire que Alien, tout le monde dit que c'est de la merde, mais moi, franchement, je suis en mode, non, c'est pas mal. Abyss, pas mal. J'ai un background. C'est vraiment le truc. Non, mais j'adore l'horreur spatiale en tant que telle, quoi. Effectivement, les aliens, bien sûr.
Surtout Covenant. Les Dead Space, moi en jeu vidéo, ça fait partie d'une de mes enfin en tout cas les deux premiers, parce que le troisième c'est une horreur, mais voilà, ça fait Pitch Black. Puis tiens, j'ai pas vu Pitch Black, tiens. Bon, après c'est horreur, c'est pas horreur, c'est plus survival que horreur. Pardon. Mais donc Event Horizon, en fait, c'est dans le futur. En fait, on a construit ce vaisseau, l'Event Horizon, pour explorer les mondes et même raccourcir la durée de trajet dans l'espace en passant par des trous noirs. Sauf que malgré tous les soins apportés aux finitions de ce vaisseau, il a disparu. Lors d'une mission d'exploration. Et plusieurs années plus tard, il réapparaît aux abords de Neptune, et donc une équipe est envoyée pour aller explorer le vaisseau, en tout cas essayer de retrouver l'équipage et voir ce qui s'est passé. Donc ils arrivent sur le vaisseau, ils voient que la machinerie fonctionne, mais bon, il y a quand même des énormes traces de sang un petit peu partout, des trucs super glauques, il y a des cadavres pendus, mutilés avec le ventre ouvert et tout ça. Donc tu demandes un peu ce qui s'est passé. Et les gens l'équipage commence à perdre la raison, à avoir des visions de trucs horribles et tout ça, et tu comprends en gros que visiblement le vaisseau, il est plutôt passé dans une dimension infernale, genre littéralement l'enfer, et qu'il a ramené quelque chose de très 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 bresson avec lui. C'est hyper généreux dans l'horreur, mix d'horreur spatiale et de Hellraiser un peu dans l'ambiance aussi, avec les tortures et tout ça, les visions apocalyptiques, des trucs très très bressons. Et en fait, le film a bidé quand il est sorti, mais il a obtenu une forme de statut culte après coup, parce que ouais, il a quand même une certaine qualité dans sa générosité, surtout qu'on sait que c'est un film qui a été complètement charcuté, mais comme les rushs ont disparu, on peut pas avoir le director's cut, et c'est vraiment le film maudit, dans le sens qu'on sait que a priori le director's cut serait vraiment un putain de bon film d'horreur, quoi. Et donc il y a quand même voilà toute une horreur autour de ce film là. Peut-être aussi parce que c'est le seul film bien de son réalisateur qui a fait que des croûtes après. Et donc ils vont faire une préquelle pour montrer en fait ce qui est arrivé au crew du Event Horizon. C'est Christian Ward qui écrit pour le coup, donc ça je trouve ça plutôt sympathique. Et c'est Tristan Jones qui illustre, et lui c'est illustré sur un titre qui s'appelle Aliens Défiance, que je n'ai pas lu en l'occurrence, et c'est Pip Martin, le coloriste de Texas Blood, qui est aux couleurs. Donc en soi c'est plutôt un projet qui a l'air intéressant pour celles et ceux qui ont aimé le film. Moi je suis assez curieux de voir ce que Christian Ward va faire dans ce registre d'horreur spatiale, puisque j'ai l'impression qu'avec Andromeda et Gotham of Madness et tout ça, il a quand même des City of Madness, il a un peu des accointances aussi avec ce registre de l'horreur qui vient d'ailleurs, en fait. Tu vois. Donc voilà, ça arrive cet été, et s'il y a moyen, je pense que moi j'essaierai de le placer en focus pulp, parce que ça par contre, faudrait que je vois le film d'abord. Bah regarde-le vraiment, tu me diras ce que t'en penses. Je te dirai ce que j'en pense. Il est plutôt sympathique. Voilà. Non mais je suis curieux, bon film par Paul W.S. Anderson, ça me paraît pas une vraie phrase, donc ouais, c'est sûr, ça fait un peu hors de la réalité aussi, quoi, clairement. Il vient d'un trou noir lui aussi, ce film là, tu vois. Ouais, c'est ça. Il était parallèle où il aurait fait que des bons films. Allez, Corentin, du côté de la VO, on a aussi pas mal d'annonces du côté des Big Two. Alors surprise, J. Willow Wilson revient chez Marvel, la co-créatrice de Miss Marvel. Je me dis qu'il faudrait dire J. Willow Wilson en fait. Parce que depuis des années on dit que c'est J en anglais, le G. C'est J, c'est J. C'est J, pardon. Oui, pardon. Depuis des années, on dit non, mais moi aussi, hein. Je me suis fait réflexion en écrivant l'article. Ah oui, je suis trop con, bien sûr, c'est J, oui, tout à fait. Oui. On est des gros cons. Ouais. Donc, J. Willow Wilson, qui revient chez Marvel pour une série Black Cat avec Gleb Melnikov qu'on avait vu sur la série Robin. Ouais, tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle, sans en être une, dans le sens où, rappelez-vous, avant que Jed McKay ne devienne le scénariste en chef des Avengers et des X-Men et de Moon Knight, il avait un peu fait ses armes chez Marvel justement avec Black Cat, avec 2 très bonnes séries, malheureusement illustrées par Travel Foreman, ce qui fait que graphiquement elles sont pas très jolies, mais elles étaient très bien rythmées. C'était même très moche, on peut le dire, quand même. J'essayais d'être poli. Travel Foreman, c'est compliqué quand même. Animal Man avec Jeff Lemire. Oui, mais pour un titre d'horreur et de body horror un peu comme Animal Man, ça allait, mais effectivement. C'était un miscast sur Black Cat, quoi. Complètement. C'est pas lui qu'il aurait fallu mettre. En tout cas, surtout quand tu mettais des couvertures de Adam Hughes et des trucs comme ça. Oui, et même de Scott Campbell aussi. Ouais, non, vraiment. Oui, c'était Scott Campbell qu'ils avaient mis là-dessus. Mais après, il y a eu du Hughes sur les volumes suivants. Parce que justement, en fait, en fait, on sentait que ça lui tenait à cœur de remettre Black Cat en avant, parce qu'il avait vraiment insisté, même jusqu'à accepter de faire des tie-in pendant Devil's Reign, je crois. Non, pendant King in Black, pour continuer le projet. Elle faisait un casse du coup pendant que la ville était infestée par les symbiotes. Après, il avait essayé de prendre une solution alternative en disant bon, ok, les gens ont pas envie de lire du Black Cat, donc je vais mettre Mary Jane avec. Donc il y avait la série Mary Jane et Black Cat. Après, il y avait eu ça, c'était vraiment que pour les couvertures de J. Scott Campbell. Et après, il y avait eu Jackpot et Black Cat. Parce que Mary Jane était devenue Jackpot entre temps.
C'était Mackay qui avait encore fait ça? Ouais, mais il a resté pendant bien 6-7 ans dessus. Hein. Non. Bah si, parce que jusqu'à récemment, dans Les Vengeurs, là en janvier, mec, il y a encore un arc avec Black Cat de Jed Mackay, dans Les Vengeurs. Donc le mec vraiment était fou amoureux de Felicia, il a pas envie de la laisser partir. Ce que Peter Parker aurait dû faire, soit en passant, parce que Mary Jane, ça va bien, quoi. Remettez-moi ça, voilà. Maintenant, c'est fini, Mary Jane et Peter Parker. Ouais, donc, mais là, il est avec Shai, je sais pas quoi, là. Voilà, pitié. Bref. Non, en plus, la série de Joe Kelly, pour le coup, commence bien. Je suis pas. Bah, les classiques. Elle a ce côté classique, on sort pas trop désagréable. Oui, non, qui n'est pas désagréable. Par raison de ceux de quoi on oui, bien sûr. Mais donc, ouais, finalement, on se demandait un peu quel allait être le futur de Black Cat compte tenu de cette espèce de nouvelle réalité où Mackay n'avait pas réussi à transformer l'essai, hein, manifestement, malgré tous ses efforts et toutes ses tentatives de trouver des voies alternatives. Finalement, prendre maintenant il faut s'habituer au truc. Prendre J. Willow Wilson, ça va être intéressant parce que elle sort tout juste de Poison Ivy. Quelque part, c'était assez, comment dirais-je, une vraie rampe de lancement pour sa carrière, dans le sens où le volume qu'elle a fait. Le run, qu'elle a fait, oui, qui était un succès surprise, qui a été reconverti en maxi-série après avoir été une mini-série, puis a été une ongoing ensuite, ça a été une série qui a gagné des prix, des Eisner Awards. On se demandait combien de temps Marvel allait prendre avant d'essayer de se greffer un peu à ce côté-là, parce que souvent, quand ça se passe comme ça chez DC, Marvel arrive et fait, Tom Taylor, Dark Ages, on est intéressé et tout. Donc là, pour le coup, c'est un bon choix, parce que elle sait écrire des personnages féminins forts, entiers, drôles aussi, hein, elle sait faire de l'humour. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Black Cat. J'avoue, en mon fort intérieur, je suis toujours un éternel amoureux de Catwoman et Black Cat. Depuis que nous sommes petits, c'est comme ça, les enfants, il faut quand même se c'est ce côté-là, en fait. C'est pour ça que t'es Team Chat. Non, je suis Team... après... C'était juste des déviances adolescentes qui ont... Alors, si tu veux qu'on s'arrête 2 secondes dessus, moi, j'ai été élevé dans une famille où j'ai toujours eu des chats. Depuis que je suis petit. Je suis né entouré de chats. Mes parents avaient 3 chats quand j'étais petit. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Ouais, bien sûr. Klaxon, Minou, c'est la dernière, j'ai oublié son blaze. Après, il y a eu Sushi, après, il y a eu Lotus, après, il y a eu Shogun, après, il y a eu Sencha. Mes parents aiment bien les noms S et H qui viennent d'Asie. Et actuellement, il y a encore 3 chats à la maison. Ok, d'accord, très bien. Mais j'ai toujours eu des chats. Mais je préfère ma réalité où c'est juste que t'as fantasmé sur Catwoman et Black Cat et les 2 personnages féminins qui sont en chat, et donc du coup, c'est ça, voilà. Bien sûr, Arnaud, ça marche comme ça, le monde. Et que t'as un gros furie, en fait. Évidemment. Non, mais je veux dire, Black Cat, c'est vrai que c'est un personnage que tout le monde aime bien, tu vois, c'est un peu comme Plastic, mais pas Plastic Man, non. Merde. Ah ouais, je veux dire, tout le monde adore Plastic Man. Après, j'ai Plastic Man, mais non, tu sais, il y avait il est très bien, mais tout le monde une annonce des séries comme ça où je m'étais dit, oui, c'est Zatanna, tu vois. Oui. Tout le monde aime bien Zatanna parce qu'il y a ce côté sans la connaître, ouais. Il y a ce côté fun, il y a plein de potentiel. Tu peux faire une série gangster, une série d'action, une série de braquage. Tout le monde aime les trucs de braquage. On va en parler juste après, d'ailleurs. Oui. Et pour le coup, alors Melnikov, c'est pas mon artiste préféré, mais je suis juste content, en fait, que déjà Marvel a enfin eu le nez creux pour ramener Willow Wilson sur un titre potentiellement ambitieux. Le pitch, il est un peu bête en plus parce que on comprend grosso modo que Spider-Man affronte un nouveau vilain qui revient de l'Antiquité et qui va plus trop être disponible pour mener la justice, et donc Black Cat, par fidélité envers Peter Parker, dit ok, moi je vais devenir une vraie super-héroïne, j'ai fait ce que t'as à faire et je vais protéger New York. Et donc elle va affronter le lézard, le Kingpin, tout ça. C'est original, c'est cool, on n'essaie pas justement de trop coller à ce qui se fait chez DC avec Catwoman en ce moment, enfin depuis un bail tu diras. Mais donc ouais, franchement, carrément. Et moi, limite, voilà, si on peut exploiter un peu les secondes figures, plutôt que toujours être sur Spider-Man, Miles Morales, Spider-Boy, etc. Il y a des personnages intéressants au second plan de la mythologie arachnéenne. Voilà, c'est ce qu'avait très bien compris McKay, qui a fait une super série Black Cat, qu'il faudra juste remaker avec des meilleurs dessins. Voilà, avec une IA. Non, pas ça chez vous. Waouh. Non mais c'est vrai, moi Forman il m'avait un peu glissé, t'étais là, parce que j'essayais de pas être agressif envers Forman, qui est un artiste que je respecte, mais c'est vrai que j'ai du mal à la lire aujourd'hui à cause de ce côté graphique, quoi. Oui, et puis il fallait dire que le script était vraiment excellent, ça me fait chier. Oui, et puis ça allait très loin dans la caractérisation de Felicia, son rapport avec son père et tout ça, ça allait quand même. Puis il y avait plein de blagues sur l'univers Marvel aussi, tu vois, quand elle a cambriolé le Doctor Strange et tout, il y a le toutou fantôme. Oui, qui est trop bien. Bat, du coup. Ouais, et que du coup, McKay après aussi Doctor Strange en cours de route, donc. Voilà, enfin bref, c'était mon petit point Black Cat. T'es content, toi? Bah ouais, plutôt, parce que effectivement, c'est vrai que j'ai pas un mauvais souvenir, en tout cas, sur l'histoire du volume du run de Mackay là-dessus, même si je suis pas allé jusqu'au bout, parce qu'à partir de mon c'est devenu Jackpot, j'ai laissé tomber. Mais en l'occurrence, je suis content surtout que Wilson retourne chez Marvel, et à faire ça, en espérant que ça lui permette de lui donner la latitude et la thune pour pouvoir continuer de bosser ses projets en indé aussi, quoi. Mais non, Hunger and the Dusk. Hunger and the Dusk, c'est en 2 volumes, mais ils avaient pas annoncé la conclusion qui a été longtemps mise à plus tard, là? Bah, je crois que ça se termine en fait, il passe directement en TPB. Ce qui est pas très bon signe. En général, non, pas trop, non. Ouais. Hélas.
Mais faut voir, de toute façon, après, moi, je suis plus la publication française. Donc la série est très cool, hein. C'est moins pour les furries que pour les mecs qui jouent à World of Warcraft en draguant toutes les orques qui croisent, mais. Ou à Donjons et Dragons. Ou à Donjons et Dragons. Si vous aimez l'interracial dans Donjons et Dragons, c'est pour vous, c'est littéralement le pitch. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est pas porno. Non, c'est pas porno. Oh, il y a un peu de. Il y a un peu de galipette. C'est pas grave, par contre, c'est pas graphique comme t'aimes bien, c'est de l'amour. Comme j'aime bien. Je veux dire, c'est pas porno, c'est de l'amour. Voilà, ils font l'amour. C'est ça. Pas de la grosse baise. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas dommage. Bah, comme t'aimes bien. Continue comme ça. Allez, Corentin, pour rester juste chez Marvel, Jeff Lubb, donc 2025, c'est officiellement l'année Jeff Lubb, je crois, puisque en plus de chez DC, H2 et de The Last Halloween, donc il va aussi revenir chez Marvel. Donc pour X-Men of Apocalypse avec Simone Di Meo, grosse équipe quand même, hein. Très très chouette artiste qui a fait notamment We Only Find Them When They're Dead en indé, qui a fait le Batman et Robin, le lancement en tout cas de la dernière série. Power Rangers aussi un peu. Ouais, qui a fait du Power Rangers. Enfin voilà, un artiste qui est plutôt bon, qui est plutôt cool. Très très numérique, mais très très élégant. Ouais. Et donc pour ce titre qui est une suite directe de Age of Apocalypse, puisqu'en fait donc c'est pour fêter les 30 ans de Age of Apocalypse. En fait, il y avait un indice sur la nature de ce projet, puisque cette année ils font une série de Giant Size pour fêter les 50 ans de Giant Size X-Men encore, en fait les 51 ans je crois d'ailleurs, même techniquement, mais bon, non, remarque, c'est 50 parce que c'était 75, ouais, c'était 75. Et donc, en fait, c'est une one shot à la con, hein, voilà, c'est de la, ou Kamala Khan va visiter les anciens des grands événements des X-Men. Et donc, voilà. Ça a aucun sens. Et donc, il y aura un Giant Size Age of Apocalypse pour retourner dans cette fameuse continuité où, après la mort de Xavier, accidentel, en fait, c'est Apocalypse, du coup, qui régit le monde. C'était un crossover qui avait été publié, justement, il y a 30 ans et quelques. Et donc, en backup de ce numéro Giant Size Age of Apocalypse, ils avaient annoncé qu'il y aurait une courte histoire de, révélation donc par Jeff Lubb et Simone Di Meo. Il faut savoir que alors Age of Apocalypse, il y a déjà eu des continuations, notamment pour les 10 ans en 2005, pour les 10 ans de publication, il y avait eu quelque chose. Et donc parce que en gros ça se conclut avec une sorte de feu nucléaire en fait, voilà, qui détruit cette réalité, et puis après on revient dans la réalité Marvel. Ne m'engueulez pas, je l'ai pas lu en entier parce que j'avais pas l'âge à l'époque et tout ça, voilà, et que j'ai pas pris la peine de lire l'omnibus et à la fin de Watchmen on découvre que de Panini et tout ça. C'est juste que voilà, je sais qu'il y a des puristes parfois tout ça qui vont me dire oui mais attention à tout ça, mais pour dire le principe de ce que je comprends dans ce qui était annoncé, c'est que j'imagine que le côté révélation de ce Giant Size va te dire en fait, voilà, tout le monde n'est pas mort et tout ça directement à la suite, quitte à faire de la retcon avec la mini-série Age of Apocalypse de 2005, et donc les X-Men doivent vivre dans ce nouveau monde et vont aller à la rencontre visiblement des X-Men de la réalité principale actuelle, et donc rencontre de leur version actuelle et tout ça. Voilà, ça c'est le projet, c'est pas forcément le truc. Curieux, non? C'est quoi cette... Bah je sais pas, ouais, c'est un peu... Ils vont aller à la rencontre des X-Men actuels. Ouais. Donc c'est pas la suite dans la continuité Apocalypse. Bah en fait, non. Enfin, c'est la suite directe parce que c'est toujours ces personnages-là, mais ils vont se retrouver dans la réalité 616. Comme Doomsday Clock. Non, alors là pour le coup j'avoue le scénario m'étonne, mais bon, c'est Jeff Lubb qui revient avec Di Meo, c'est forcément un événement. Moi j'ai pas lu du coup X-Men Age of Apocalypse. Bon, que ça soit rentabilisé à l'aune de l'anniversaire, c'est normal, hein, on est dans les comics de super-héros, j'allais dire on est chez Marvel. On est chez Marvel aussi, ouais. H2 c'est quoi d'autre qu'une rentabilisation d'un truc qui a marqué à une époque? Il y a 20 ans, ouais. Je sais pas, il faudrait que je le lise du coup pour me faire un avis, mais c'est très long, un peu c'est très long. Hein. Ah ouais? Bah c'est un omnibus quoi. Ah ouais, du coup ouais. C'était vraiment cette époque des crossover X-Men qui s'étalait sur toutes les séries, sur plein de Comics numéros, Explained. Ouais, tout ça. Voilà. Ouais, tu demanderas à ChatGPT de t'expliquer. Ah non, pitié. Tous les numéros. Non, non. Mais du coup, si un jour il y a une adaptation, il faudrait que je me la coltine. Tu vois, donc il faut bien que je lise tout en fait. Après les X-Men, moi de toute façon en général, je trouve ça toujours très touffu. Il y a eu une adaptation d'Age of Apocalypse. Ah bon? Bah il y a le film c'est basé sur le bouquin? Bah oui. Ah bon? Enfin, je sais pas. Hein, dans les grandes lignes, mais parce que t'as quand même Apocalypse qui prend le contrôle de tout ça, qui essaye en tout cas de prendre le contrôle. Donc oui, ça. Voilà, là, vous voyez les limites de Cocopédia. Moi, les X-Men, je maîtrise pas du tout. C'est vite fait. Ça reprend plus le pitch de juste Apocalypse va dominer le monde, voilà. Ouais. Mais donc, après, je me rappelle même plus de ce film, je t'avoue. Bon, il y a Oscar Isaac qui joue mal. C'est ça. Et ils refont la scène de Quicksilver, sauf que là, c'est sur Sweet Dreams Are Made of This. Je crois. Ah, c'est dans celui-là. Ouais. Oui, c'était dans... Où il les sauve de l'Institut qui explose. Oui, parce que c'était après Days of Future Past. Il fait des poses de karatéka. Ouais, c'est ça. Je suis un coup de ça, moi. C'est ça. Bon. Et ici, il y avait Storm aussi, avec une Iroquoise. Ça, c'était cool.
Donc du coup clin d'œil du coup à cette période. Bon bref, en tout cas Jeff Loeb revient, c'est cool, tant mieux, et bravo Marvel. Ouais, on verra. Moi, je suis un peu circonspect au final, tu vois. Moi, s'il pouvait, après j'ai les. Parce que H2, je sais pas si t'as lu les 2 premiers numéros, mais bizarre quoi. J'ai lu le premier. Bah lis le deuxième. Premier. Il y a Batman avec un flingue quand même. Mais déjà Captain America White, j'avais pas trouvé ça renversant. Il y a Batman qui tire au flingue sur le casque de Redwood pour être sûr que c'est lui. C'est un peu c'est vraiment très bizarre. Il a raison. Moi, jamais trop prudent. C'est ça, la sécurité avant tout. Allez, Coco de droite, on passe. Non, parce que c'était Clayface dans le volume précédent. Oui, je sais, voilà. mais il tire quand même un flingue, quoi. C'est normalement, il fait pas ça, quoi. Il a d'autres façons de vérifier que c'est Clayface. Tu sais que dans All New Venom, ils font ça aussi pour vérifier que c'est pas. Oui, je sais. Dans le costume. Ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle folie des flingues là en ce moment. Ah bah. Allez. Corentin, pour terminer la partie comics, autre bonne nouvelle du côté de DC cette fois, Greg Rucka et Nicolas Scott qui se retrouvent chez DC. Ouais. Donc pour la série sur Cheetah et Cheshire, Rob de Justice League. Donc c'est littéralement tout est dans le titre. Cheetah et Cheshire vont faire un casse de la Justice League. Elles vont devoir aller piller la Watchtower. Elles vont essayer de retrouver quelque chose de précieux dans la Watchtower. Mais forcément, quand tu vas piller une station orbitale gardée par les plus grands super-héros de la Terre, ça risque d'être un peu compliqué. Il va falloir monter un crew pour s'occuper de tout ça. C'est 2 femmes chats. Ouais. En tant que Fury, je valide. Après, autant Cheetah, clairement, puisque c'est littéralement une femme guépard, quoi. Autant Cheshire, elle a le nom par rapport au Cheshire Cat, mais c'est une assassin, voilà, qui a pas grand chose dans son costume qui rappelle un chat, quoi. Ouais, mais il y a le nom. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, oui, effectivement, clairement, la team chat s'est mis au diapason pour faire kiffer Corentin. Peut-être qu'ils sont, en plus, il y a des trucs de braquage. Donc, c'est, de braqueuse, en tout cas. Ouais, mais le truc, c'est que Black Cat, a priori, elle devient plus braqueuse, donc bon. Mais là, du coup, pareil, peut-être que Rucka était nostalgique lui aussi de la série Black Cat de Jed McKay. Mais après, moi, c'est les premières planches, le choix de la colo. Ça fait très DC Comics, très, le mec que t'aimes bien, là, qui a fait, Très DC Comics. Ben non, mais c'est très caricatural, c'est très gris, c'est très c'est très sombre, tu vois, c'est très sombre. Voilà. Comment s'appelle le mec que t'aimes bien qui a fait Three Jokers? Jason Fabok. Voilà, ça fait très Fabok, les premières planches, je trouve. Tu trouves? C'est très sombre et tout, alors que le pitch, tu vois, en plus, Cheshire, bon, ok, elle vient de cet univers-là, mais. Après, je pense qu'il va le faire sérieusement, ouais. J'ai l'impression dommage, non, je sais pas, ça pourrait être l'occasion de s'amuser un peu. Un film de braquage sérieux, ça, c'est toujours un peu moins. Rucka et le Polar, ça va ensemble, quand même. C'est vrai. Moi, je suis plutôt curieux, justement, de voir cette proposition, de voir premier degré avec des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup en tête d'affiche non plus, donc. Oui, non, c'est sûr, mais. Et Nicolas Scott, ça fait longtemps que j'attends qu'elle revienne faire Nicolas Scott, ce que je veux dire, c'est pour moi, son coup de crayon va peut-être un peu moins bien à cette colo très descendue, quoi. C'est ce que je pense. Je sais pas, dans Black Magic, c'est assez sombre aussi. Ouais, mais c'était pas le même univers. Ça peut très vite être caricatural, en fait, l'univers DC quand c'est gris comme ça. Enfin, après, je sais pas. C'est vrai que je suis un peu, peut-être, moi, rompu à l'exercice Greg Rucka et que ça me fait beaucoup moins rêver aujourd'hui. Ouais. Je le dis comme je le pense. C'est dur à entendre. C'est très répétitif, Greg Rucka, vraiment. Et c'est toujours un peu la même histoire. Moi, c'est que moi, c'est un commentaire personnel, je vais me faire engueuler. Mais bref, voilà, très bien, bravo, et c'est cool. Et puis en tout cas, je lirai le projet avec plaisir s'il est très bien, évidemment. Mais Greg Rucka, il y a d'autres façons de raconter des histoires. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, très bien. Écoute, on en a terminé pour la partie comics. Est-ce qu'on se fait on introduit une nouvelle rubrique. La question des auditeurs sont pas encore assez longs. C'est ça, la question des Discorders en fait, puisque vous le savez, on a ouvert notre Discord et dans le channel dédié aux idées et questions des auditeurs, je me suis permis de dire là on enregistre un front page, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Alors on va pas toutes les faire parce qu'il y en a qui nécessiteraient d'avoir une vraie discussion très longue, mais on se les garde pour à la limite refaire une spéciale question des auditeurs à un moment plus ponctuel, tu vois. Oui, j'y pensais justement, peut-être qu'on pourrait arrêter aussi le courrier des lecteurs annuel. D'en faire juste de temps en temps. 3 heures et voilà. De dire tous les 2 mois, c'est une petite. On a des questions comme ça. Casse bonus. Mais donc quand même, Commander Guerrier qui nous dit c'est quand le prochain Coucou Gérald. Sachez que ça fait un mois là que je suis en discussion active avec Yerim parce qu'il en a un prévu. Et je sais pas, enfin il a beaucoup de boulot à l'heure actuelle et déjà il vient aussi pour les on-screen et tout ça. Mais donc il y en a vraiment un. En cours d'écriture qui doit finaliser et j'espère qu'on sortira avant cet été. Vous savez de toute façon c'est le podcast au rythme le plus. Déjà quand il y en a un par an je trouve ça bien. En l'occurrence c'est déjà de la chance donc voilà il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive. Il y a Thomas Savidan qui nous dit je me pose une question en me promenant dans les librairies parisiennes généralistes. J'ai le sentiment que l'espace réservé aux comics se réduit depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est votre sentiment? Au-delà du sentiment, c'est une réalité, je crois. Oui. Et pas depuis plusieurs mois, en fait. C'est quelque chose qui se fait depuis plusieurs années, même la réduction. Je veux dire, le fait que iComics soit passé en iGraphics, que 404 Comics soit devenu 404 Graphics, c'est une réalité aussi concrète du marché qui est que
oui, et Run qui veut rouspète quand voilà ce que j'ai dit. Voilà, jaune est rangé au rayon comics. Voilà, et Run qui veut pas que le label 79 soit rangé au rayon comics, c'est parce qu'il y a vraiment une sorte d'idée et ça a même valu un article qui moi m'énerve beaucoup mais pourtant de Jérôme que j'aime beaucoup sur BFM TV qui disait pourquoi le comics ça ne marche plus, je sais pas quoi. En fait c'est plus le comics de super-héros qui a perdu un petit peu de l'aile de façon générale avec le cinéma aussi, je pense, tu vois. Ou alors c'est un reflux, parce que moi j'ai l'impression d'avoir vu les boutiques augmenter quand Urban était arrivé sur le marché. Bah bien sûr, en même temps tout le monde s'est dit il y a Marvel, il y a des sauts au cinéma, il y a une offre qualité. Oui, c'est ça, c'est cyclique quoi, ça va revenir. Et là en fait on revient à une réalité qui pour moi me rappelle un peu plus celle de mon enfance quoi en fait. Oui, et puis le fait que le manga a beaucoup explosé aussi ces 3 dernières années, donc de façon générale, les librairies généralistes qui fonctionnent aussi au maître linéaire en fait, un peu comme les grandes enseignes, de se dire juste en fait, si le manga explose et fait plus littéralement 150% d'une année à une autre, oui, on va lui allouer plus de place parce que de façon pragmatique, c'est le rayon qui vend le plus. Après, je pense très sincèrement que les libraires qui réagissent beaucoup trop comme ça, en fait, en fonction juste des fluctuations d'un rayon qui marcherait mieux que l'autre, plutôt que de défendre vraiment ce qu'ils ont envie de défendre, je pense se mordront les doigts d'avoir réduit l'espace comics d'ici l'année prochaine ou pas, parce qu'on voit depuis cette année, depuis l'année dernière, que le manga est en train de se stabiliser à une nouvelle norme, et que du coup par contre d'une année à une autre ça fait du moins 20, moins 30, moins 40% en termes de volume, et que donc et on a vu il y a un article dans le Livre Hebdo qui est sorti récemment que sur les 200 librairies qui ont ouvert entre 2020 et 2021, t'en avais déjà une cinquantaine qui avaient fermé en fait, parce que c'est des gens qui ont voulu prendre le truc en cours de route en se disant c'est bon, le manga cartonne, on va pouvoir se faire de la thune. Alors non, en fait c'était des phénomènes un peu, c'était des épiphénomènes, comme dans tout secteur en fait. C'est bien aussi de garder la tête froide et de pas et de pas se lancer comme ça. Donc à mon sens, oui, il y a des libraires qui réfléchissent de façon pragmatique. Faut savoir aussi que je pense qu'en fait ce qui devrait être fait la tendance, je crois, qui va être fait, c'est que le rayon comics en fait va se transformer in fine peut-être juste en rayon super-héros, et que l'ensemble de la production indé va être réparti dans les autres rayonnages, ce qui est la démarche entamée avec le grand format Urban, ce qui est la démarche entamée avec les changements de nom de label, et qui à mon sens n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on perd ce point de vue qui est important de se dire que en fait la bande dessinée américaine ou anglophone ce n'est pas que du super-héros, mais à force même t'as beau marteler ça depuis des années, si le public qui sera en librairie n'arrive pas à le comprendre ou ne veut pas le comprendre parce qu'il y a toujours des idées préconçues qui restent plus fortes que ça, à un moment il faut agir quoi, c'est normal. Donc je pense que c'est un vrai ressenti, mais par contre tout est question de cycle, et à un moment ça va revenir. À mon sens, c'est pas du tout quelque chose voilà. En tout cas, la vague du manga de croissance va elle aussi va faire le cycle inverse, faire le creux de la vague et après revenir à une forme de normalité. Elle est en train de le faire déjà. Moi, je sais pas trop. J'ai l'impression quand même qu'il y a des barrières qui sont compliquées à franchir, mais c'est pas une question forcément même seulement de choix éditoriaux. C'est une question de pouvoir d'achat, c'est une question de situation, c'est une question de pouvoir de marque, c'est une question de soft power. Pardon. Actuellement, on est dans la génération qui a été élevée par les clubs Dorothée, Dragon Ball Z, Naruto, One Piece et compagnie. Cette génération, elle consomme du manga. Qui sait si demain ce sera la même chose. Et puis c'est vraiment juste une question d'attrait. Regarde, les jeux Arkham ont converti beaucoup de gens à Batman et ont donné envie aux gens peut-être de passer le seuil de la porte. Bah oui, et maintenant Warner pas énormément nombreux, mais maintenant Warner Bros Games fait que des jeux de merde, entre Gotham Knights qui était nul, Suicide Squad qui Justice qui était nul aussi. Gotham Knights c'était pas nul, il était chiant. Mais par contre, il y a un truc qui est intéressant ce que tu dis par rapport à la génération manga, qui a aussi mieux réussi son travail de transmission, parce que c'est d'ailleurs ce que disait Frédéric Sigrist dans son discours pour No First Print Awards, et il disait que lui, sa génération lui avait échoué là-dessus en fait, qu'il y avait eu quelque chose de un côté peut-être trop gardien du temple qui fait qu'en fait on n'a pas réussi, que eux n'ont pas réussi à transmettre vraiment la passion des comics à un lectorat plus jeune, et c'est pour ça qu'on a ce problème aujourd'hui du vieillissement de ce lectorat-là, parce qu'il y a eu une faillite. Oui, t'as qu'à voir, même nous on connaît les communautés des lecteurs, il y en a plein qui sans vouloir citer de nom ou quoi, mais il y a toujours encore ce clivage, la génération 2012 par rapport à la génération Strange, ou ce mépris intergénérationnel justement qui facilite pas du tout en fait la bonne connaissance du secteur. Même nous, dès qu'on fait une news où on se trompe d'une virgule sur un personnage, t'as un mec qui vient nous dire qu'on est trop du cul et qu'on n'y connaît rien, tu vois. Alors ça fait quand même ça fait plus de 10 piges qu'on travaille dans le milieu. Oui, et qu'on n'a pas la prétention de tout savoir H24. C'est aussi un peu le problème, c'est le comics à ce côté hostile, d'être déjà, à mon sens, et je suis désolé, je dois revenir dessus, les relaunchs perpétuels de personnages qui fait qu'il y a encore la puissance de la marque Batman parce qu'elle est systématiquement remise à zéro, mais t'as 25 tomes 1 de Batman, par exemple, le prix qui est mécaniquement plus élevé parce que c'est imprimé en couleur sur du cartonné et qui est en plus grand,
Voilà, ça c'est des problématiques que peut-être se poseront moins si un jour on arrive à un essor économique où les gens n'ont plus à se dire ah quand même pour un tome de Batman j'ai 2 tomes de manga, tu vois. Et personne réfléchit comme ça. Je pense que non, mais c'est une question d'éducation. C'est ton argent de poche. Ça n'a aucun sens quoi. Non mais si, quand t'as de l'argent de poche, tu vas peut-être préférer justement te diriger vers ce que tu peux avoir le plus en quantité. Mais si ça t'intéresse pas en fait enfin bref, pour s'intéresser, il faut déjà avoir les moyens de consommer. Moi, il y a plein les scrims, ça m'intéresse, mais je vais pas acheter un sabre à 200 €. C'est pour ça, mais on a déjà eu ce débat 1000 fois, mais de dire que justement, c'est pour s'intéresser, enfin, faut avoir le prix de consommation pour s'intéresser et vice versa. Tu veux pas déconnecter les deux. Tu peux pas déconnecter les deux. Tu peux pas dire aussi simplement, et voilà, tu vois, un débat qui va du coup rallonger le podcast. Je vais paraphraser mon ami Xavier Gilbert qui dit à chaque fois on dit oui mais le manga ça coûte moins cher, oui mais les études statistiques sur les habitudes de pratique de consommation des lecteurs montrent que le panier moyen du lecteur de manga est plus élevé que celui des autres lectorats parce que effectivement c'est moins cher au tome et du coup ils dépensent plus. Oui, c'est la logique du micro-paiement. Mais tous les mangas, tous les mangas à 25 €, tu vas voir combien ils s'en vendent. Je suis désolé, je peux pas adhérer à cet argument-là. Je suis désolé, encore une fois, on en a parlé, même on l'a évoqué rapidement, la réédition de No Fun Cup qui est à 30 €, elle va beaucoup moins bien se vendre qu'une réédition perfecte de Rakai Blues qui est à 18 €, tu vois, enfin, c'est... Mais de toute façon, si tu passes de 7 € à 25 €, tu fais du fois, oui, presque du fois 4, c'est pas la même chose que des comics qui ont pris des albums qui ont pris 1 ou 2 € par an, quoi. La preuve, c'est que que le manga a suivi les mêmes augmentations de prix que les autres secteurs. Mais en proportion. Et que en valeur faciale, ça reste. Et que pourtant. Infiniment plus bas. Non, c'est plus 1 €. Et plus 1 € pour des mangas qui étaient à 7 €. En proportion, en pourcentage, c'est beaucoup plus qu'un album de comics qui passe de 16 à 17 €, je suis d'accord. Mathématiquement parlant. Et pourtant, c'est toujours le leader. Vends One Piece le prix que t'as vendu, It's Lonely at the Center of the Earth, tu vois. On est d'accord, peut-être que le prix était plus trop élevé. Et que ça freine la curiosité des gens. On est d'accord là-dessus. Oui. Tu vois, voilà. Mais One Piece, c'est pas It's Lonely en termes de... Mais il y a une corrélation. Il y a une corrélation prix-consommation. Ça me paraît pas non plus être bizarre de dire ça, quoi. Mais le prix des One Piece a augmenté ces dernières années et pourtant, c'est toujours la série qu'ils ont le plus en France. Et ça reste en dessous de 10 €. Parce que, mais proportionnellement parlant. Mais c'est pas les statisticiens, les consommateurs. Ils voient juste le prix facial, c'est tout. C'est pour ça qu'on vend des friteuses 49,99 au lieu de 50 €. C'est mental. Il y a un palier mental à passer. Au-delà de 20 €, le mec il se dit mais 20 € c'est cher. Pourquoi le cinéma, tout le monde dit c'est trop cher, etc. Avant les gens ils se disaient pas autant ce truc là. Avant ils allaient au cinéma. J'ai toujours connu des gens qui disaient que le cinéma était trop cher. Mais c'est quand Netflix est arrivé et t'as dit tu peux avoir pour le prix d'une place l'équivalent d'un mois de consommation gratuite, tu vois. C'est là que le rapport comparatif il s'est amorcé. C'est là que les gens commençaient à aller moins au cinéma. C'est juste une question de comparaison de l'offre, tu vois. Je sais pas, le truc c'est que de toute façon l'affect des personnes. Et c'est pour ça que moi, je m'en réfère plutôt aux études chiffrées, tout ça. Non, mais c'est parce que l'affect des gens n'a pas de valeur scientifique au regard d'études qui te montrent, en fait, on a étudié des milliers de gens et leurs habitudes, et voilà ce qu'on a déduit. Et ça, c'est une réalité qui alors oui, dans les faits, toi, tu te diras toujours. Elle part d'un moment T, ton étude. Elle part d'un moment T, ton étude, pas d'une hypothèse ou d'une prospective. Tu vois, elle étudie la situation actuelle. Oui, mais après, faut juste les reconduire sur le temps long, mais elles te disent quand même des choses concrètes, en fait, et qui sont robustes, en fait, sur les comportements des gens et qui vont au-delà. Parce que, de la même façon, tu sais que quand, pareil, juste, et on va en terminer là-dessus parce que ça va prendre. Prends le dernier mot. Mais tu sais, mais justement, pour revenir sur, je sais plus si c'était sur It's Lonely ou sur les graphiques novels, justement, de iComics, dans le dernier podcast, Sullivan disait, mais en fait, c'est l'année où on a augmenté nos prix, où en fait, on a vendu le plus d'albums. Et ce qui montre bien qu'en fait, que ce discours de ça ne se vend pas parce que c'est trop cher, en fait, c'est une idée exprimée, mais qui n'est pas concrétisée par la réalité, en fait, de ce que les gens achètent. Et ça, faudra quand même un moment se l'expliquer, de dire. Les formats poche, ils se vendent très bien. Mais ça permet à des gens curieux d'y aller, tu vois. Mais c'est pas du tout. Peut-être qu'ils ont vendu plus que l'année précédente chez iComics, mais combien ils vendaient l'année précédente, combien ils ont vendu l'année suivante. Ils ont pas fait x10 d'un coup, tu vois. Non, mais ils ont fait, c'est la première année où c'est lui qui disait, où ils étaient vraiment rentables, en fait. Mais très bien, je suis content pour lui. Mais ça a pas maximisé le lectorat. Oui, mais ça n'a pas maximisé le lectorat. Mais les poches non plus. Mais peu importe, ce que je te dis, c'est que... Les poches, ils sont en train de réduire la voilure. Les poches, ils réduisent la voilure et les éditeurs ne s'y retrouvent pas en termes de chiffre d'affaires parce que c'est des trucs que tu vends. De toute façon, c'est pas du tout la même optique non plus de politique, puisque tu réédites des choses que tu as déjà rentabilisées 1000 fois. Et donc, tu crées pas forcément l'appel d'air parce que le fait est, c'est que aussi regarde, on a commencé les poches en 2022. Tu vois bien que
le chiffre du marché avec les études FIBD GFK de début d'année en fait montre que le secteur du comics n'a pas augmenté, donc il y a pas non plus d'appel d'air avec tu veux. Le manga, il est moins cher et il a un soft power qui est largement supérieur à celui du comics. C'était l'un des facteurs que je citais dans ce que je disais plus tôt et que je ne reproche pas aux comics d'avoir ce prix-là parce que c'est surcartonné, plus grand et en couleur. D'accord, on est d'accord là-dessus. Maintenant, dans la vraie vie, le consommateur qui veut lire de la BD, qui entend parler dans la cour de récré d'une BD, ça se montre un manga, il va aller au rayon manga, il a 50 € d'argent de poche, il peut acheter 3 mangas dans le mois. Voilà. Il entend parler d'un Batman, il va lâcher 25 € dans un Batman. Oui, voilà, mais il fait un calcul, tu vois, moi, tu peux mettre tes statistiques que tu veux. J'ai été cet enfant, j'ai fait ce choix aussi. Je me suis mis au comics quand j'étais adulte, que j'avais un salaire. Et c'est là que la transmission de la culture se fait plus difficilement pour les petits. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu peux pas expliquer le fait que le manga ait eu un... On parlait de la transmission, hein. Oui, attention. Oui. Non, mais le fait est, c'est que t'as quand même des cycles et quand tu vois les chiffres du manga, il a aussi eu des courbes où ça descendait et où ça remontait, alors que pourtant le prix restait le même. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas tout expliquer que par ça. J'explique pas tout. Non, j'explique la transmission. Tu sais qu'il y a pas des gens qui sont réveillés d'un jour en se disant, ah tiens, mais en fait c'est vrai que les mangas c'est 7 balles. Bon vas-y, je vais lire que ça. Non, tu vois, il y a quelque chose d'autre. C'est ce que je te dis, c'est un des facteurs. C'est ce que j'ai cité d'autres facteurs plutôt. Tu te souviens mais je pense qu'ils sont le secteur de l'animation, le soft power du Japon, les jeux vidéo, enfin tout ça. Le confinement, les animés, le boom des animés, tout ça quoi. Mais voilà. Je sais plus pourquoi on était. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des jeux Arkham, tu vois, qui pareil. Il y a d'autres vecteurs. Je sais pas. Non mais pour cooliser un peu la lecture de comics, oui, parce que c'est un peu ça aussi. C'est moins cool aujourd'hui que ça n'était à une époque. Combien de gens sont mis à Urban justement parce que pourtant ça a jamais été cool en fait. Parce que les lecteurs de Strange, ils te le diront, hein, quand ils lisaient Strange, c'était pas cool de lire des comics. Peut-être pas à cette époque-là, mais il y avait quand même ce côté. Nous, on a cette image d'Épinal, mais peut-être. Quand la culture est devenue plus démocratisée, des gens peut-être je sais pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux évidemment, mais il y avait peut-être moins de gens, enfin plus de gens curieux, tu vois, qui allaient au moins feuilleter, voir ce qui se passait, etc. Je pense que c'est plus cool aujourd'hui, en tout cas plus admis, parce que je suis à peu près certain que même dans les années 2000, quand t'as eu contre-culturel aujourd'hui. Peut-être que c'est à l'explosion des films vraiment des années 2000 avec X-Men, Spider-Man et tout ça, que c'est là où ça a devenu peut-être un peu plus cool, avec les tentatives de modernisation à la Ultimate et tout ça. Mais avant, c'était pas cool. Et pourtant, le rayon était plus petit à l'époque, tu vois. Et pourtant, ouais. Donc tu vois, et pourtant peut-être que le lectorat aujourd'hui est quand même plus important qu'il ne l'était aussi dans les années 80 et tout ça, malgré l'image d'Épinal qu'on peut avoir. Moi je sais pas ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça a jamais été une culture dominante en fait. Je sais que mon père achetait des comics parce qu'il avait acheté du Daredevil et tout. Mais derrière après parce que ça me paraissait quand même peut-être à l'époque il y avait moins de loisirs aussi concurrentiels. Et puis les gens lisaient plus aussi. Enfin, je vais pas faire une phrase de vieux con, mais. Non, mais ça c'est vrai. Par contre, il y a une étude du CNL qui est encore sortie cette année. Ils en ont parlé dans 28 minutes. Ça lit moins. Ça lit moins. Les gamins lisent plus de new romance et de moins en moins de littérature traditionnelle. Après, la new romance, c'est non, mais je veux dire, forme de littérature. Mais oui, mais le manga, c'est une forme de BD. Tu vois ce que je veux dire. C'est ce qui, en tout cas, préoccupe les élites, c'est qu'ils se recentrent sur des sphères d'activité culturelle plutôt que d'être ouvert au passage entre d'autres formes de discipline. Après, le vrai constat qui les inquiétait, c'était plus le temps d'écran par rapport au temps, ça, par contre, au temps de lecture. Et ce qui était plus. Ça, c'est indéniable, hein, y a pas de débat. Non, mais ce qui est d'autant plus bizarre à analyser, difficile, parce que, t'as une partie de ton temps d'écran qui peut être de la lecture, notamment avec le webtoon. Ouais, c'est pas tout à fait. Même. Ah, bah ouais, mais si. Pour moi, c'est encore autre chose. Est-ce que le webtoon, c'est de la lecture, du coup, vu que ça fait trop long pour un seul petit débat. Et en plus, toi, tu lis en numérique, tu vois. Est-ce que tu lis ou est-ce que tu sais ou est-ce que c'est du temps d'écran? C'est pas pareil. Moi, je suis un adulte, je suis pas un gamin. Mais tu es un lecteur. Oui, mais le CNL, c'était une étude sur toutes les populations aussi. Moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait pas autant de réseaux sociaux et il y avait pas un écran au bout de mon bras qui me captait 80% de mon attention, tu vois. C'est plus ça qui est préoccupant, c'est que du coup, est-ce que t'as envie de poser ton téléphone juste pour ouvrir un bouquin? Tu vois, c'est ça aussi la question. Oui, mais en même temps, si ton téléphone te fait lire en numérique et même peut-être juste des romans que tu peux lire en numérique. Avec des notifs qui arrivent en haut de l'écran. Ah bah, après, tu vois, le temps d'attention, quand même, ils font chez les jeunes. Non, mais par contre, oui, bien sûr. Les TDAH, ils vont exploser pour les gamins, là. Non, mais, et nous aussi, moi aussi, je sais très bien que je serais incapable de refaire ma thèse, je pense, aujourd'hui. Je pense que ce serait vraiment plus, même mon master, tu vois, mes études, je pense que ce serait vraiment beaucoup plus compliqué avec, aujourd'hui. Voilà, donc c'était longue question. Merci Thomas pour la réponse, surtout la question était courte. Watchblo qui nous dit, j'ai une question sur les 5 podcasts thématiques que vous souhaiteriez faire après l'excellent podcast d'Ardeville. Donc merci pour le compliment. Et, merci, c'est gentil. On y réfléchit. Il y a plusieurs pistes. Je sais qu'il faut absolument qu'on fasse un podcast Fantastic Four, mais c'est impossible de faire ce qu'on a fait avec Daredevil parce que ça représente vraiment 60 ans de lecture. Et que tout n'est pas bon en plus accessoirement. Donc faut que je réfléchisse à une forme pour l'articuler. J'ai déjà quelques idées, mais je pense que c'est faisable. En tout cas, ça va arriver. Je pensais aussi, alors c'est moins universel comme thème, mais un bilan des phases 4 et 5 de Marvel Studios qui pourrait être fait avec Océanie et Rim.
détailler un peu ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et l'évolution qui s'est graduée jusqu'à aujourd'hui. Et au contraire, qu'est-ce qui a pu marcher? Et qu'est-ce qui a pu marcher, effectivement. Je pensais peut-être aussi, alors il n'écoute pas le podcast, mais je sais que Renaud s'est mis un peu au podcast Comics Godzilla et au Comics Ultraman récemment. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit effort de comics tokusatsu un peu il y a pas très longtemps. Ça représente une petite partie, enfin une petite section lecture où ça pourrait être l'occasion de voir s'il y a des trucs bien qui sont sortis, peut-être parler un peu des comics Power Rangers, tu vois, enfin ce genre de choses. Et après, je cherche un peu des idées parce que j'ai pas forcément envie qu'on en fasse une émission de débat parce que il y a déjà d'autres. Enfin, je sais pas, pas forcément envie qu'on en fasse un truc comme ça. J'aimerais bien que ça reste documentaire. Les autres idées évidentes, c'est évidemment Brian K. Vaughan, on en parlait justement avant ce podcast, parce que pareil, si tu fais que la partie 1D, ou même si tu vas chercher chez les super-héros, c'est pas aussi long que de relire tout Frank Miller, tout Nocenti, tout Bendis, tout ce qu'on a fait. Hein, pour le coup, je vous promets qu'on a relu tout. C'était une très longue semaine de préparation. Et puis voilà, il y a d'autres auteurs qui m'intéressent, comme Kieron Gillen aussi, peut-être des autrices, parce que on en a quand même quelques-unes qui sont très intéressantes. Et après, bah voilà, pareil, il y a le Joker, James Tynion Ford en horreur. Après, il y a une nouvelle interview de lui qui arrive sur le podcast, donc voilà, tu vois, ça pourrait être sympa aussi. Je sais pas, quand Nice House 2 sortira, enfin Nice House Base of Cinema numéro 2 sortira, voilà, parce qu'Arnaud a déjà tout lu en plus de l'un des horreurs de Tynion Ford. Il a lancé plein de trucs. Enfin, voilà. En tout cas, les idées sont là. Moi, je préférais que ça reste encore une fois plus documentaire. Mais n'hésitez pas, pareillement, parce que c'est vrai que je me creuse un peu le crâne, mais j'ai d'autres trucs à foutre dans ma vie. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on évoque. Oh, attention, ça c'est la boîte de Pandore, hein, parce que ça va être autant de frustration. J'ai pas dit que je lirais tout. Mais si vous avez la bonne idée, eh ben, peut-être qu'on la fera. Mais je me promets absolument rien. Ah, c'est mieux. Voilà. C'est mieux de faire, c'est mieux de faire comme ça. Sauf si vous lâchez 1000 € sur le Tipeee. Là, d'accord, je fais ce que vous voulez. Le sexe des chats en BD, voilà. Ok, très bien. Donc je suis un furry, c'est pour 1000 € tu fais le sexe des chats en BD. Oui, ça va être très court par contre comme émission. Ce sera sûrement très intéressant. Je crois qu'il y a 2 chats qui s'enfilent dans Movable Off à l'arrière-plan. Mais à part ça. Très bien. J'avais pas forcément. Si, Chewie, c'était une femelle, elle était enceinte. Voilà, Flerken. Ouais, c'est ça. Ça fait deux exemples. J'avais pas forcément envie de savoir ça, non. Mais si, t'as envie de savoir ça. Allez, comme dit, il y a des questions. Si, aussi, l'histoire de la BD érotique aussi qu'on voulait faire depuis très très longtemps, qui est toujours un truc qui me reste dans l'esprit, ou citer des exemples, est-ce que c'est vraiment que de la BD porno, ou est-ce qu'il y a des bonnes BD porno, comme Comics Initiative, Money Shot, merci. Et Ménage à 3. Ménage à 3, ouais, tu l'as d'ailleurs, parce que je l'ai acheté, Oui, je l'ai backé aussi, ouais. Mais du coup, voilà. Ça, c'est aussi un sujet, mais c'est plus touchy, donc faudra voir comment est-ce qu'on l'organise. Surtout avec de mal 6-7. Non, mais il faudrait trouver des gens que ça intéresse de l'autre genre. Et d'autres orientations aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Pour avoir un truc plutôt ouvert. Pour le coup, il y a vraiment des choses à dire. Et donc, juste pour terminer avec une autre question, puisque vu qu'on a fait un tunnel de réponses, Arnaud qui nous dit, qui nous pose plusieurs questions. Votre run préféré des 4 Fantastiques et de Superman. Et est-ce que vous avez lu Judgment Day d'Alan Moore et Rob Liefeld? Et est-ce que vous avez déjà lu du Photonic ou les autres super-héros français de l'époque Lug? Alors, dans l'ordre. Fantastique. Jonathan Hickman. Ouais, pareil. Évidemment. Et désolé à ceux qui disent, Mark Waid c'est mieux. Je suis pas d'accord. J'aime beaucoup Mark Waid. J'aime beaucoup John Byrne. Franchement, je préfère Hickman. Le Waid est vraiment sympathique, mais ça n'a pas la dimension du Hickman. Pour moi, Hickman, c'est la tautologie des fantastiques. Après, parce que moi, je suis fasciné par ce côté, la quête de l'impossible de Reed sur le côté, là, le Solve Everything, moi, il me fascine, en fait. Et puis, c'est la fin, en fait. Il a écrit les Fantastic Four jusqu'à la prospective finale, quoi. Donc, et puis voilà, c'est le seul qui s'est vraiment posé la question de Franklin Richards aussi, enfin, à ce point-là. Parce que j'étais un peu chez Burns et tout, mais chez Burns. Après, voilà, j'aime bien le volume de Burns. J'ai un peu plus de mal avec, enfin, j'aime bien celui de Robinson aussi, qui était très sympathique, mais très court. Et voilà, c'est déjà une bonne réponse. Superman, bah, pour le coup, c'est Byrne, hein. Voilà, là, il y a pas à hésiter. Depuis Man of Steel jusqu'à toute la série qu'il a fait ensuite dans les années 90, c'était très très fort. J'aime bien aussi ce que Jürgens a fait, mais plus récemment, en fait. Quand il avait repris les séries après Rebirth, je crois, ou peut-être pas Rebirth. Tomasi aussi, j'aime beaucoup. Ouais, Tomasi, c'était sympa, période Rebirth. Je suis un peu moins fan du travail de Jones, j'avoue, c'est peut-être un peu facile pour moi, mais c'est toujours facile, mais c'est bien, hein, j'aime beaucoup Jones, mais moi, Superman, j'apprécie plus dans les les séries, en fait, les séries limitées. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, mais même moi, je m'aperçois qu'en fait, c'est surtout des one-shots que j'ai lu au final. Bah oui. Plus que des longs. Star Superman. Après ça, que t'as le Superman Chronicles qui permet de bien. Birthright, évidemment, aussi. Récemment, Space Age, vraiment, moi, je maintiens, ce sera un chef-d'œuvre qui va rester, pour les prochaines années. Et pour répondre par rapport parce que je sais que quand on a fait le Back Issues et que j'ai dit ça, je m'attends à ce que les gens commentent et disent, oh, peut-être pas exagérer, etc. Quand All Star Superman est sorti, il y avait aussi des journalistes qui ont dit, ça va rester, vous allez voir.
Et faut arrêter de croire que les grandes histoires sont forcément au passé. Il y a aussi des trucs bien sûr, qui sortent mais aujourd'hui. quand les gens, enfin, voilà, les gens qui ont lu en direct le Batman, 414 pour le premier numéro ou 404, je sais plus lequel c'est, 414, je crois, de Year One, ils ont lu un très bon numéro, ils savaient pas forcément que 50 ans plus tard, enfin, que 40 ans plus tard, on en reparlerait encore, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui encore, il se passe des choses très intéressantes avec Superman, entre autres, hein, évidemment. Mais du coup, non, moi, John Byrne. Voilà, je reste là-dessus sur Superman. Et Judgment Day d'Alan Moore et Rob Liefeld, moi je l'ai pas lu, toi peut-être que c'est probable que je l'ai lu. Après, ça doit probablement correspondre à la période où il travaillait beaucoup avec Image Comics, parce que Alan Moore, après avoir été un peu écœuré par DC et Marvel et avoir essayé de fonder sa propre boîte sans grand succès malheureusement, il s'était rapproché beaucoup d'Image et en fait il aimait bien l'esprit un peu punk et révolté de ces jeunes cons qui avaient claqué la porte comme lui. Bah oui. Donc il avait travaillé avec McFarlane, il a fait un numéro de Spawn qui était super bien d'ailleurs, qui était le premier qui expliquait vraiment la mythologie de Spawn. Il avait fait les Wildcats, beaucoup avec Jim Lee aussi. Évidemment, America's Best Comics, mais ça on le cite pas, hein, c'est voilà. Et avec Liefeld, moi je me souviens surtout de Supreme en fait, qui était son hommage en fait au Superman du Silver Age, et vraiment un putain de chef-d'œuvre hein, pour le coup. Malheureusement, ça a été dessiné dans les codes de l'époque, mais c'était vraiment génial en fait. T'avais moitié histoire qui revenait en fait et qui était dessinée comme à l'ancienne, avec des vieux numéros de Superman, en l'occurrence Supreme, au sein de la Justice League, au sein de ce paysage un peu enchanté des années 60 et 70. Et moitié histoire moderne sur le multivers en fait des Superman, et en fait c'est du All-Star Superman avant l'heure. Vraiment c'est génial. Après du coup Judgment Day ça me dit rien, peut-être que je l'ai pas lu sous ce titre-là. Je crois qu'il avait fait du Glory aussi avec Liefeld. Mais du coup oui, probablement que j'ai dû le croiser après au point d'en parler là, il faudrait que je remette le nez dedans. Yes. Et donc la dernière question, c'est est-ce que vous avez lu du Photonic ou des autres super-héros français de l'époque Lug? Non. Toi, t'as rien. Moi, j'ai lu le Photonic, Les Enfants de l'Apocalypse, du coup, dont justement, parce que le projet de Paul Renaud, c'est une suite. Donc, ouais, moi, j'avais lu celui-là que j'avais bien aimé, pour le coup, en tant que récit. Mais c'est vrai que, bah, les super-héros français de l'époque Lug, c'est pas du tout notre époque, quoi. Nous, on a vraiment pas, pour le coup, littéralement, pas connu ça, quoi. Et moi c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que faut que j'aille les choper chez les éditions Black and White notamment pour les prendre, mais c'est vrai que c'est pas du tout, voilà, j'ai pas d'affect en fait moi j'ai particulier pas ça, et puis voilà, en termes de super-héros français, bah on est plus dans des trucs plus modernes comme la Brigade Chimérique, comme le Foxboy de Laurent Lefebvre, ce genre, même le Garde républicain de Thierry Mornay que je suis plus régulièrement, que effectivement c'est Imbattable, bien sûr, de Pascal Jousselin, qui est génial. Meilleur super-héros français. Ouais, et pour le coup, littéralement imbattable, quoi. Ouais. Il peut tout faire. Mais effectivement, non, désolé. Après, si c'est réédité, je sais pas si c'est réédité. Si, il y a des rééditions en plus chez Black and White. Mais après, Black and White, si on reparle du prix des albums, voilà, Black and White, vu que c'est des tirages tout petits, que c'est des trucs très très niches, c'est très très cher aussi, quoi. Donc bon. Pas évident. Et donc voilà, donc il y a d'autres questions qu'on a bien notées, et comme dit, on pourrait se faire un numéro un peu plus spécial ou une autre parenthèse à la limite de les élaguer, de les disperser sur le temps long. Et donc on va pouvoir maintenant continuer avec la partie série télé, un nouveau documentaire de Xavier Fournier, Les héritiers de Captain Africa. Pour le coup, il a co-réalisé avec Frédéric Rallière les documentaires Le règne des super-héroïnes et Super-vilain à l'enquête. L'intitulé à chaque fois était assez explicite. Diffusé sur Warner TV Next et sur Max, donc qui ont quand même eu une résonance internationale grâce à ça. Et donc là, ils viennent d'annoncer le nouveau qui arrivera à la fin du mois. Ça s'appelle Les héritiers de Captain Africa. Donc l'intitulé là aussi, il est assez explicite sur le fait qu'on va s'intéresser à des super-héros qui ont été créés dans différents pays d'Afrique. Et au vu du teaser qui a été diffusé, bah, ils sont allés vraiment à la rencontre de créateurs et créatrices, donc d'auteurs et d'artistes, de maisons d'édition. Donc là, pour le coup, clairement, sujet sur lequel moi je ne connais absolument rien. Donc ultra content déjà de les voir s'intéresser à ça. Moi, pour blaguer, je dis à chaque fois, bon, bah, du coup, quel sera en fait le prochain, le prochain pays ou continent qui sera exploré, justement, puisque, bah, en allant regarder du côté des différents pays d'Afrique, ben, je me dis, tu peux aller regarder aussi les super-héros que tu aurais en Asie, par exemple, dans différents pays d'Asie, et pas forcément Asie, du côté, Chine, Asiatique, Japon, chinois, et tout ça, plus. Sud-asiatique. Ouais, ou même ça existe en plus. Il y a un cinéma en Inde, par exemple, tu vois, en Inde et pays à Bollywood, ouais, il y en a plein. Tu vois. Bah, il y avait Shah Rukh Khan qui en avait fait même plusieurs, je crois d'ailleurs. Techniquement, il y en a même en Russie aussi, hein, des super-héros russes. Il y a des super Poutine. Ouais, mais non, mais il y a aussi des vrais super-héros, je veux dire, pas juste des. Ah bon?
Oui, pas des détournements. Oui, bien sûr. Bah, il y a une interview avec un éditeur russe qui arrive bientôt sur First Print où il t'en parle un petit peu. Du coup, donc non, et surtout, big up aussi à Warner TV d'avoir financé ce documentaire-là aussi, quoi, parce que le sujet est pas forcément le plus vendeur, j'ai envie de dire. Donc je suis très très chaud de découvrir ça, et ça arrive à la fin du mois sur Warner TV Next, et j'imagine que ce sera disponible de nouveau sur Max après. Donc ça s'appelle Les Héritiers de Captain Africa. Ensuite, on a un premier teaser vidéo pour Spider Noir, la fameuse série sur le Spider-Man noir avec Nicolas Cage, et qui du coup va vraiment être, je crois que c'était un vœu pieux qu'on avait fait à l'époque, mais qui va être en noir et blanc. Hein. Bah, ou alors c'est que le teaser, mais c'est pour le coup très ambitieux. Ça a l'air vraiment bien fichu. Il y a que 30 secondes de vidéo. Le teaser est cool, ouais. Le ouais. teaser, vraiment, c'est du Spider-Man noir, et au sens du film Spider-Verse, bien sûr, parce que c'est pas le Spider-Man noir, il a pas les chapeaux, etc. Enfin, il a pas de chapeau, etc. Mais ouais, ça a l'air très authentique, en tout cas, comme entrée en matière. Moi, j'avoue, mais depuis de base, hein, le showrunner m'allait bien, le casting était quand même plutôt beau gosse, Brendan Gleeson, Nicolas Cage, effectivement, entre autres. Et le mec qui joue Robbie, Lamont Morris, je crois qu'il s'appelle. Mais effectivement, finalement, ça peut être la vraie série télé Spider-Man qu'on attendait pas. Enfin, qu'on attendait ou qu'on attendait pas sans l'attendre, tu vois. Donc, ouais, je suis assez curieux. Maintenant, il faudra un vrai trailer pour confirmer. Mais déjà, juste partir sur cette note un peu Sin City, un peu... Oui, voilà, mais il y a un côté Sin City de ouf là-dedans. Ça peut être, pour le coup, grave cool. On avait vu le costume sur les images de tournage, mais on pensait que ce serait que des flashbacks, puisque techniquement, le héros est à la retraite. Mais après, c'est toujours classique, comme dans Logan. Comme dans Dark Knight Returns, le héros à la retraite, il revient dans son costume normalement. Tout le temps. Super-héros. Bah oui. Donc, est-ce que ça va être le cas ici? Franchement, moi, je suis client, et puis j'adore Nicolas Cage, donc mécaniquement, ça me va, tu vois, le vrai Spider-Man noir du Spider-Verse en image réelle. Ouais. Franchement, s'ils font ça, je signe. Non, ouais, ça a l'air assez, ça m'a vraiment surpris en bien, pour le coup. Très bonne surprise de découvrir ces premières images. Il aurait fallu que l'univers Sony meure pour qu'il fasse enfin un bon truc. Bah ouais, quelque part. Bah oui. C'est mieux, c'est parfois comme ça que ça doit se passer. Et pour le coup, c'est pas un mal pour un bien, c'est juste un bien pour un bien, tu vois. Mais si jamais la série fonctionne, imaginons, peut-être qu'on n'aura plus de films de merde et qu'on aura des bonnes séries télé, une série télé Silk en quotidien. Bah, celle-là, elle est en, mais non, le développement était annulé, je crois, sur Silk, parce que c'était en gestation. Une bonne série Spider-Gwen. Oui, bien sûr. Franchement. Tu veux dire Gwenpool? Non. Ou Ghost Spider. Dark Gwenpool. C'est sorti, je crois, d'ailleurs. Faut que j'aille le lire. Ouais. Allez, juste pour terminer cette partie télé aussi, un premier trailer, enfin, pour la saison 2 de Peacemaker, qui acte vraiment son ancrage dans le DCU de James Gunn avec force caméo, et qui surprend aussi avec la conclusion, puisqu'on va aucune idée de pourquoi. Donc c'est un trailer, donc c'est pas on peut spoiler, je pense. Bah, c'est dans le trailer, quoi. Donc à un moment, ça va faire partie intégrante de non, la mais promotion. Là, c'est un trailer, faut en parler, quoi. Ouais, bah il y a John Cena qui se retrouve face à un autre John Cena, quoi. Ouais. Enfin, il y a Peacemaker qui se retrouve face à un autre Peacemaker, surtout. C'est ça. Bah ça, les deux marchent. Parce que tu vois, ça aurait été rigolo s'il croisait le vrai John Cena de la vraie. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est ça, c'est non, il traverse une porte, il arrive dans un salon, et là, il y a un Peacemaker qui lui met un flingue sur la gueule et qui fait Who the fuck are you? Et du coup, la théorie qu'on a, c'est que, en fait, ce serait le Peacemaker de The Suicide Squad. Ouais, qui croiserait, en fait, le Peacemaker de DC Studios. Parce que c'est pas produit par les mêmes boîtes. Et donc, il y aurait un côté un peu, passage de flambeau, un tradiégétique, en fait, genre. C'est ça. Mais c'est que techniquement, celui qu'on a suivi dans la saison 1, c'est celui de The Suicide Squad, de l'ancien DC Studio. Effectivement, il va rejoindre la réalité du DCU, quoi. Alors, techniquement. En plus, ce serait marrant que ce soit un peu un film à la Deadpool, parce que, tu sais, au début... oui, parce que le côté, je me fais tâche de la queue, c'est littéralement le plot de départ. Ouais, ça pourrait être le Deadpool et Wolverine, enfin, en tout cas, Peacemaker et Peacemaker de cet univers-là, quoi. En fait, ça se trouve, tu sais, pendant la dernière partie de la saison, ils vont faire un team-up de Peacemaker, je sais pas. Ça peut être vraiment délire. Ça pourrait être marrant, ouais. Enfin, on va voir après, parce que ce serait un peu zarbi. Après, James Gunn, il est bizarre, hein. Ouais. Genre, moi, ça pourrait très bien m'aller, mais le président du studio valide un truc aussi starbé, tu vois. Et puis, au niveau méta, ça serait vraiment rigolo, pour le coup. Mais après, sinon, le trailer, t'as la dose d'humour, t'as la dose d'action, ça, et pareil, le fait qu'il puisse pas aller dans la Justice League, ou la Justice Society, enfin, on verra comment ils s'appellent ça. C'est rigolo parce que t'as toujours ce côté, James Gunn ne sait pas écrire autre chose que des losers. Même s'ils ont sauvé le monde, ils vont pas passer en Major League, en fait, ça doit rester. En même temps, c'est le Peacemaker, donc non, il a quand même du sang sur les mains, littéralement. Oui, évidemment. Ouais, mais bon, il dansait tout nu dans son trailer avec un vinyle et il nourrissait un petit insecte. Moi, c'est bon, rédemption accomplie. Ah, attends, il t'en faut pas plus. Bon, après, je trouve que Rick Flag, senior, aurait quand même pu porter le pull jaune.
Il l'a fait dans le film. Ah, mais attends, pourquoi il le fait pas? Là, dans la série animée, il se le garde pour plus tard. Il y a intérêt, attention. Bête, toi. Jennifer Holland aussi, vraiment, il lui a dit, pète des gueules. Ouais. C'est la seule consigne qu'elle a pour son rôle. Non, moi, pleine confiance, franchement, James Gunn, voilà, encore une fois. Avant Superman, je peux encore dire qu'il m'a jamais déçu. Ah, parce que tu penses que... Je suis toujours sur la défensive. Ah ouais? Je reste sur la défensive. J'attends de voir le film. Ok, très bien. Bah, ça arrive bientôt. Et du côté du cinéma, alors bon, on a un premier trailer enfin pour The Old Guard 2. Qu'on 3 ans dans les limbes de la post-production et que Netflix se décide enfin à sortir. Coup, hein. Bah, surtout qu'ils ont bossé. 5 ans après en plus, le 3e volume des comics de Greg Rucka et Leandro Fernandez est toujours pas sorti alors qu'il avait, donc c'était The Old Guard Fade Away, qui avait été annoncé il y a 3 ans, je crois, justement, qui n'a toujours pas vu le jour. Donc, je sais pas s'ils attendent, là, on va peut-être avoir des sollicitations ou ça va sortir au mois d'août. Donc, juste après, parce que là, le film doit arriver début juin, d'ailleurs. Donc, peut-être que ça va finir par sortir. Ce serait une bonne chose, que moi, j'aime bien les comics, notamment pour le dessin de Leandro Fernandez. C'est vrai que donc l'intrigue reprend parce qu'en fait, quand ils ont fait l'adaptation du film, il y avait déjà le 2e volume qui avait été écrit ou qui était en cours de publication, ou qui avait été peut-être déjà publié. Et donc, en fait, en adaptant le premier film, ils avaient déjà placé des éléments d'intrigue qui amenaient vers le 2 sans que ça ne soit présent dans le premier volume en comics. Et donc, bah, l'histoire a l'air de suivre globalement, la première des immortels dont le cadavre est repêché, enfin, l'espèce de vierge de fer est repêchée par des marins. La vierge de fer, en fait, c'est une ancienne copine à elle. C'était une ancienne amante de Charlize Theron, de Andy, et qu'elle a pas pu sauver. Okay. En fait. Et donc, c'est Uma Thurman, la première immortelle, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Et sa copine, c'est celle qui, je sais pas comment elle s'appelle, l'actrice qui est asiatique, quoi, en gros. Comme dans la BD aussi, hein, pour le coup. Et c'est juste que, bah, elle, pendant, un millénaire ou plusieurs millénaires, en fait, elle a été condamnée à se noyer perpétuellement, quoi. Donc, elle est très très vénère que Andy n'ait rien fait, se soit barré, justement parce qu'au moment où elle était condamnée, elle aurait pu essayer de la sauver, tout ça, mais vu qu'elle voulait protéger son secret, le secret de leur immortalité, bah en fait elle a décidé de ne pas agir, et c'est pour ça qu'elle revient pour se venger, et visiblement instrumentalisée par Uma Thurman qui joue la première des immortels. Ça, je me rappelle plus si elle était dans la BD. Moi j'avais vraiment le souvenir de l'ex qui revenait pour se venger. J'avais pas le souvenir de la première immortelle, donc ça peut-être que c'est un truc rajouté ou qui sera dans le 3e volume des comics, on ne sait pas du coup vu qu'il est pas sorti, mais ça a l'air toujours très 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 mou, quoi, de toute façon. Enfin, ça a l'air nul à chier, ouais. Oh waouh. Pardon. Le mec n'a... Non. Tes gants sont là, parce que je vois que tu les prends pas. Mais voilà, c'est... Bien joué. Non, mais ça, c'est... Enfin, ce trailer, il est horrible. Et les films Netflix comme ça, avec le... Waouh, il y a que des phrases déclaratives idiotes. C'est... Les designs, tout est plat, il y a pas de décor. Non, ça, c'est vrai. C'est noir. Ouais. En fait, c'est ça. Voilà à quoi ressemble du Greg Rucka sans l'esthétique de Leandro Fernandez. C'est le reproche que j'avais à Forever Carlyle, Lazarus, tu vois où je dis, c'est pour la science-fiction, c'est quand même très industriel, et ils sont tous en combinaison de cuir, enfin il y a pas d'idée graphique particulièrement. Et en vrai, tu vois là le trailer, enfin je veux dire le combat qu'elles se font devant l'espèce de baie vitrée là. Et qui en plus le combat final, quoi. Oh là là, mais c'est d'une fadeur, c'est quand tu vois le dessin de Fernandez, t'as envie de dire mais mettez-moi au moins une photographie, des couleurs, et puis le pitch, quoi. Enfin on dirait un film Netflix généré par algorithme. En fait, c'est le film d'action. Donc là, tu vois bien les chorégraphies de cascade. Tu vas dire, ouais, c'est trop bien, c'est bien chorégraphié, c'est comme dit John Wick et tout. Et après, l'histoire, tu t'en bats les couilles. Enfin, c'est un prétexte, quoi. C'est des immortels, ils vont se taper dessus. Et voilà. Et... Il est fatigué, hein. Non, il a mis son plaid, là, il en peut plus, hein. Non, mais très franchement, moi, Netflix et ses productions originales de ce calibre-là, parce qu'ils font aussi des bons films, attention, hein. Les Tyler Rake, les The Gray Man, les The Old Guard, et ça pète des scores en plus. Les gens Tyler sont Rake a des vrais efforts de cascade et de réalisation. Oui, mais Tyler Rake ne te vend pas autre chose, surtout. Tyler Rake ne te vend pas un scénario, ne te vend pas c'est pas une adaptation de BD, oui, mais la BD ils sont joués au foot avec, quoi. Enfin, ils en ont rien à branler. Là, pour le coup, enfin, je veux dire, Greg Rucka, c'est un mec qui t'écrit des polars, qui t'écrit de l'espionnage, qui t'écrit. Alors certes, c'est toujours un peu la même chose à chaque fois, mais là, ça, y a rien dans ce trailer, quoi. Enfin, y a vraiment aucun truc qui se démarque. Donc toi, t'es pas chaud. Une norme d'action. Même les John Wick, c'est coloré. Les John Wick, ils ont des vilains. Oui, il y a des néons et tout. Ils ont, même les vilains, ils ont du style, ils ont un costume, ils ont un truc qui, là, c'est oui, nul, là, c'est le générique tactical, quoi. Enfin, c'est vide. Vraiment, c'est ChatGPT qui a produit ce film, je te jure, c'est pas possible autrement. 3 ans pour ce truc-là. Ouais, mais c'est parce que. Aucune ambition, aucune valeur de plan. T'as un zoom quand elle pète la fenêtre avec son flingue. Et puis ce gun porn et du katana, mais où est-ce qu'on va là? Enfin, c'est les années 2000, quoi. C'est Underworld all over again.
Arrêtez. Underworld, c'était même mieux, c'était plus joli que ça. Franchement. C'est l'époque cuir, katana et flingue. Ça fait 20 ans, quoi. Il faut tourner la page à un moment donné. Faites nostalgique aussi. Et puis moi, Charlize Theron, ça marche plus sur moi. Quoi? Voilà. Ah, non, là, par contre, là, on est fâché. Ça fonctionne plus. Là, on doit se fâcher. Voilà. Je vais dire, Charlize Theron, c'est comme Keanu Reeves. À un moment donné, tu te dis, non, mais stop, c'est bon. Ah oui, Keanu Reeves, mais ça va, quoi. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord, mais pas Charlize Theron, non, quand même pas. C'est Charlize Theron, s'il te plaît. Non. En plus, c'est même, tu vois, je sais pas, Andromaque, pour moi, elle avait plus de flow dans les comics. Enfin, je sais pas, après, c'est qu'un trailer, hein, mais voilà. Et ben, on regardera ça ensemble. Ouais. Avec plaisir. Allez, Corentin. Toutes les répliques, c'est qu'il sort vraiment du cul d'une poule. Genre, est-ce qu'elle sait que je n'ai plus mon immortalité? Mais putain, mais je sais pas, pourquoi vous me dites dans le trailer ce truc-là, déjà, et puis c'était la conclusion du premier film. Tu peux isoler toutes les répliques. C'est comme à l'époque où tous les trailers, il y avait le mot, ah ouais, come and get it. Ah ouais, you want war. Et tu dis, mais frérot, enfin, c'est tellement random, c'est tellement générique. Bref. Voilà. Il est fâché, hein, le... Rebel Moon, à la limite, tu vois, avait ce côté, what the fuck c'est n'importe quoi le mélange des influences. Mais au moins, il y avait des influences. Là, il y a rien. C'est vain, c'est une coquille vide, c'est, voilà. Je crois qu'on a compris. C'est pas chaud. Je n'en veux à personne si vous aimez ces films. Mais ils ne passeront pas par moi. Le script de Clayface en cours de réécriture est même apparemment repris à 0, alors que pourtant, quand on nous avait annoncé le projet, c'était parce que le script de Mike Flanagan était tellement bien qu'ils étaient dit, ok, on valide le projet alors qu'il n'était pas présent. Du coup, ça m'a un peu surpris, moi. Non, c'est normal. C'est normal, tu me dis? C'est normal, c'est une réécriture, c'est pour passer un coup de propre. D'accord, c'est pas pour modifier le projet en profondeur. C'est rare, hein, qu'un script soit adapté de son premier jet, en fait. C'est généralement, tu vois, tu fais une version de travail, on dit, et après, selon les envies du metteur en scène, il va le lire et il va dire, moi j'aime bien, mais et si on poussait telle direction, telle scène-là pourrait être plus courte, elle pourrait être plus longue, et comme il y a des accords syndiqués, en fait, il faut embaucher un scénariste pour un deuxième traitement, comme on appelle ça, tu vois. Et quasiment tous les scripts, tu vois, pour Thunderbolt, c'était pareil. T'avais Eric Persson qui a fait la première version, et Johanna Gallo qui est venu ensuite dans un second temps pour passer un coup de propre. C'est super commun, et en l'occurrence, le mec qu'ils ont pris est un habitué du registre, il avait déjà fait pareil pour, je crois que c'était Blanche-Neige et le Chasseur. Et après pas tout seul, mais il avait aussi écrit le film Drive. Et d'ailleurs, c'est un mec qui connaît bien les films avec Face dans le titre, parce qu'il avait aussi fait le film The Two Faces of January avec Viggo Mortensen et Oscar Isaac. Donc un mec quand même qui sait faire du bon cinéma quand il faut, et qui, à côté de ça, cachetonne un peu chez les studios quand ils ont besoin d'un coup de patte. Honnêtement, je suis pas du tout inquiet. Okay. Parce que Flanagan, en plus, un nom que tu respectes à Hollywood, c'est pas un petit. Gunn, il protégera toujours ses scénaristes, vu que c'est un peu la partie qui préfère du travail. Non, la bonne nouvelle, c'est surtout que du coup, ça progresse. C'est cette étape qui est un peu indispensable, progresse. Et du coup, ça confirme que le tournage aura bien lieu a priori en automne, à moins que le DC Studios, enfin, Warner Bros dise, ouais, parce que les médias ricains, ils avaient l'air de tourner ça de l'autre point de vue, genre, au secours, c'est réécrit de fond en comble, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas bon du tout. Ça me paraît quand même très chelou. Parce que The Rap qui a fait l'annonce, ils ont pas du tout mentionné ce truc-là. Après, je sais pas comment les autres l'ont interprété, hein. Mais en plus, c'est pas un mec qui écrit des films from scratch, tu vois. Et puis si James Gunn a dit que le script était parfait, enfin était très convaincant au point de valider le projet, si jamais il y a besoin de le réécrire, dans ce cas-là, autant annuler le projet direct, tu vois. Ouais. On a vu, c'est une seconde passe, je pense. Après, peut-être que dans 2 semaines, ce sera annulé et qu'on me dira, tu vois. Mais même si c'est une seconde passe, c'est un bon scénariste. Donc au pire du pire, qu'est-ce qui peut mal se passer, tu vois. Genre, le réal a été embauché parce que le script était tel qu'il était. Oui, c'est sûr. Tu vois. Ouais. Après, ou alors, on est dans un cas de figure à la Sergeant Rock. Flanagan ne réalisera pas, par contre. Oui, je sais, c'est Watkins. Mais peut-être qu'on est dans un cas de figure à la Sergeant Rock où Warner Bros dit, t'es sûr que les Face, quand même, commandons une deuxième version par sécurité, parce que là, c'est quand même très horreur et tout. Mais après, c'est pareil, si c'est petit budget et que c'est... Mais oui. Tu vois, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas spécialement inquiet. Je pense que c'est probablement l'un des projets qui a le plus de chances de se faire, parce que ça coûte pas non plus les prix que coûte ouais, c'est clair. Un Supergirl, toi. Ouais, bien sûr. Qui a fini son tournage récemment, d'ailleurs. Ouais. Du côté de Marvel Studios, pas mal ça commence à se bouger du côté des X-Men, hein, forcément, vu que maintenant Avengers Doomsday est parti en tournage et que il y aura Avengers Secret Wars qui sera tourné dans la foulée, et que Secret Wars, mine de rien, c'est le film qui doit mettre fin à la multiverse saga, la saga du multivers. C'est une phase 6 qui va être très courte. Saga qui a pas vraiment beaucoup. Ouais. Tu vois, à part Loki. Multiverse saga. Doctor Strange, No Way Home, tout ça se tournait vachement dans le multivers. No Way Home, c'est pas spécialement canonique de la multivers. Tu vois, ça développe pas un enjeu pour le reste de Marvel, c'est spécifique à Spider-Man. Doctor Strange, oui.
Doctor Strange, oui, j'accepte Doctor Strange. D'accord. Très bonne réponse de monsieur Tomasini d'Alsace. Donc toujours est-il qu'il faut se tourner ensuite vers ce qu'on suppose être la X-Men saga, puisque ça paraît être le plus logique. Toujours, moi, cette théorie de dire ils vont plus faire de films sur les Avengers et affiliés et se concentrer que sur la Terre X-Men pour faire un Avengers versus X-Men plus tard. On verra bien. Black Panther 3 aussi, du coup. Ils le feront là, avant. Tu penses parce que c'est 2027, Secret Wars. Ouais, on le fait avant. On le fait avant, pour février. Pourquoi pas? Février 2027. Pour le Black History Month. Je prends. Allez. Et donc, Ryan Reynolds, et ça, c'est plutôt logique, après le succès de Deadpool et Wolverine, serait au travail sur un nouveau film, le mêlant. Donc, à Wolverine aussi, alors? Et d'autres X-Men? C'est pas précisé. Il y aura 4 autres X-Men. Wolverine, ça me paraît vraiment... Après, calcul de producteur, hein. Tu te dis, s'il faut mettre le chèque pour faire revenir, il faut pareil. Il le fera. Si c'est avec Ryan Reynolds, Jackman le fera en plus. Il le fera, ils sont copains. Si c'est encore Sean Levy, ils seront encore plus contents. Et puis, comme tu l'as dit, c'est après, naturel. Il l'avait dit dans Deadpool et Wolverine, hein, tu sais, ils vont continuer de t'exploiter, ils te lâcheront jamais le truc. Mais après, par contre, c'est terrible parce que c'est vrai, quoi. Fois, mais est-ce que 2 fois... Bah non, mais le truc, c'est que, en fait, c'était pas une blague, quoi. C'était du foreshadowing. On pensait que c'était une blague. Ouais. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est tout à fait naturel qu'ils valident pas forcément une suite, mais un film de la même équipe. Comme voilà, je veux dire, Joker 2, on n'en voulait pas, mais ils se sont dit 1 milliard, il y aura un 2. Et voilà. De fait, il fallait pas, mais en l'occurrence, c'est assez logique. Deadpool, il est sur une pente ascensionnelle. Chaque film fait mieux que le précédent. J'ai quand même en tête, et c'est un peu une théorie du complot personnel, que quand le film était sorti, donc le film, il y a Gambit pour ceux qui l'ont pas vu dans le film. Comment ça s'appelle? Channing Tatum. Channing Tatum avait dit justement que ça lui a fait un peu raviver l'espoir d'avoir son film Gambit, et que Reynolds avait dit, moi, si je peux filer un coup de main, avec plaisir. Donc là, il mentionne 4 autres X-Men. Je pense pas qu'il fera revenir ceux de la X-Force. Peut-être Thanos, putain, Josh Brolin en Cable, ce serait pas idiot, parce qu'ils sont partis en bons termes l'un et l'autre, et a priori, ils étaient un peu devenus copains sur le tournage. Moi, je me dis, en fait, s'ils font un film X-Men d'un côté, pourquoi pas faire un film X-Force ou Uncanny X-Force ou Weapon X-Men ou ce que tu veux, tu vois, avec Deadpool parce qu'il a déjà été membre de la X-Force, avec Wolverine peut-être parce que ce serait assez logique, il est très vendeur. Surtout pour la X-Force, oui, bien sûr. Voilà, mais en même temps, ça pose la question quand même, parce qu'ils vont bien devoir recaster un nouveau Wolverine. Tu vois, enfin, ça serait là on rentre dans un scénario Peacemaker justement. Est-ce que Wolverine du multivers va tuer le jeune Wolverine ou l'inverse, tu vois, parce que s'ils font un nouveau film X-Men, pour moi, c'est là qu'il faut mettre un nouveau Wolverine avec tout un nouveau casting. Zac Efron dans le rôle, ouais. voilà, parce qu'il est tout petit et musclé. Après, si Deadpool peut continuer de faire ses conneries dans le multivers et dans le Void et machin, et sa franchise, tu sais, ils en font une franchise vraiment à part, quoi. Hein. Parce qu'en même temps, est-ce que tu vois vraiment, genre, par exemple, forcément, genre Deadpool serait présent dans Doomsday ou Secret Wars, mais moi, je le vois tellement pas interagir. Bah si, dans pour le pognon, ils sont obligés de le mettre, je pense. Ouais, mais je veux dire que ça, c'est dissonant presque. Parce qu'il est tellement dans sa tonalité, bien à lui. Il faudrait qu'il lui retire les vannes méta qui s'apprêtent tout en jeu de réalité à ces films-là, quoi. Ouais. Je sais pas, franchement, c'est une vraie question. Et je pense qu'ils le mettront peut-être en caméo. Parce qu'il quand même, il y a Thor pleure. Mais c'est vrai qu'il y aura ce truc. Ce truc-là, c'est pas si innocent. Ils sont obligés de et pourtant, c'est juste un rip-off de la scène de The Dark World avec Loki. Je sais, mais ils ont trop forcé sur la vanne. Ouais. Reynolds avait dit, sur les réseaux, il avait dit, je vous promets, on saura un jour pourquoi Thor pleurait. Et tu dis, mais non, c'est-à-dire, tu vas vraiment être là. Mais ça, en vrai, ça me fait marrer, en vrai. Je me demande comment ils vont retomber sur leurs pattes, quand même. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que Thor ait une relation d'amitié avec Deadpool, qu'il se fasse là, au point que ça le fasse chialer. Du coup, Deadpool meurt, mais après qu'il revienne, du coup, là, c'est quand même un clusterfuck de bizarreries, mais bref. Après, il y a plein d'autres X-Men un peu vénères ou un peu violents ou un peu même de second couteau, puisque c'est vrai que il a quand même encore cette image, Reynolds, c'est un peu il y a un truc en anglais pour dire ça, mais je vais pas réussir à le trouver en français, c'est un peu une success story. Il partait quand même de loin avec son projet Deadpool, annulé, puis validé, avec des petits caméos pourris de from caméo nul dans un film de merde à tout, on me valide pas le projet, je le fais leaker sur internet pour en faire une franchise milliardaire, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, peut-être qu'il aura envie de prendre des personnages plus secondaires. En même temps, on sait que Reynolds, c'est un fan de comics, et que peut-être qu'il y a des versions de l'équipe Deadpool. Peut-être que, tu vois, je sais pas, un film Deadpool Core, ça, le ego trip le plus total. Il embauche Blake Lively pour jouer sa femme, il embauche ses gamins pour jouer des Kid Pool, et il embauche lui, je sais pas, son pote de Welcome to Wrexham, Rob McElhenney, pour faire Headpool. Et voilà, tu vois. Imagine, c'est ça. Ils font le Deadpool Core chez Marvel Studios. Ah bah, je signe tous les jours. Non, mais par exemple, tu vois, là, il y avait
Taskmaster qui était dans la dernière série. Il y avait Ellie, sa fille. Ouais. Tu vois, tu pourrais faire ça, par exemple. Tu as un truc où tu pourrais quand même te dire, si on n'a pas envie que ce soit canonique, c'est pas canonique. Ouais. Ça, ce serait la seconde piste pour moi, après un film X-Force, où il serait peut-être un peu toned down au niveau toned down. Parce que c'est pareil, on dit qu'il va juste piloter le projet. Est-ce qu'il aurait pas envie lui-même de se rebooter son rôle, tu vois? Ouais, non, c'est Est-ce qu'il aurait pas envie juste de dire, bon, écoute, Deadpool, maintenant, je peux le passer à quelqu'un d'autre, tu vois? Et ils font une version plus calme, c'est plus canonique. Comme ça existe, genre comme dans les Thunderbolts. Deadpool, il commande pas l'intrigue tout le temps, tu vois. Ouais. Il est juste là, il fait des petites blagues, mais c'est juste le rigolo de service. Enfin voilà, c'était ma réflexion personnelle. Arnaud? Très bien. Voilà, qui s'endormait en m'écoutant parler. Non, du tout. Non, juste pour terminer, du coup, est-ce qu'on reste du côté des X-Men avec Jake Schreier, qui serait, je sais pas comment ça se prononce, Schreier? Bah, c'est allemand. C'est allemand plutôt, hein, je dirais Schreier, donc. Jake Schreier, en lice pour réaliser le reboot des X-Men. Là aussi, le nouveau X-Men des Marvel Studios, où on imagine que ce sera une vraie nouvelle take sur les X-Men avec un nouveau casting et tout ça. On arrêtera de se reposer sur la Fox et sur Hugh Jackman et on va assumer d'avoir acheté, d'avoir repris la Fox et d'avoir donc repris la licence X-Men chez soi et donc de proposer une nouvelle version et surtout créer celui qui sera le Hugh Jackman de demain pour le public plus jeune d'aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est ça l'intérêt. Oui. Il faut créer ce que sont les X-Men de la Fox à nous pour les gamins d'aujourd'hui. Mais est-ce que du coup c'est pertinent de prendre un mec qui a déjà fait un film dans le style Marvel Studios? Est-ce que ça aurait pas été le moment de faire une vraie révolution artistique et... Alors, on est en train de parler que j'adore de mes vœux depuis 10 ans. Oui, alors, mettre vraie révolution artistique, quand on parle de Marvel Studios, tu sais que c'est un peu compliqué quand même. Fantastic Four a l'air joli. Oui, mais c'est ce qu'on peut demander. Et peut-être plus de liberté artistique, au moins, dans ce cas-là. Oui, mais en tout cas, Schreier a montré qu'il est fort. Mais pas non plus. Non, mais il a montré qu'il était fort dans les interactions entre personnages. Oui, tu peux dire que c'est pour ça que pour un autre film d'équipe avec effectivement des mutants qui sont complètement déjà tous traumatisés parce que leur pouvoir pour une bonne partie d'entre eux c'est plutôt une malédiction et en plus ça les rend cibles de la détestation des autres, tu vois, c'est peut-être l'occasion il y a des choses à faire, un vrai Cyclops adolescent et pas de le mettre en position de prof parce que c'était un peu l'un des grands échecs de la saga de Bryan Singer, le Cyclops. Enfin, l'acteur était bien James quelque chose, je sais plus comment il s'appelait, James Masters ou Marsden, je sais plus. Mais c'était, tu vois, parce que la première génération des X-Men, en fait, dans les films de Singer, il était déjà adulte. Ouais. Oui, alors que là, Jean Grey et tout. Peut-être qu'ils vont repartir sur la première génération, la vraie, celle de Kirby et Stan Lee. Et plus tard. Et en tant qu'adolescent, ouais, bien sûr. Considérer que s'il y a une X-Men saga, ils feront ensuite une deuxième phase, entre guillemets, avec les Giant Size X-Men et l'arrivée de Nightcrawler, de Roro, etc. Ça serait chaud. Ce serait plutôt intéressant de se dire, et en plus, ça réglerait la question du Wolverine. C'est de se dire, en fait, on fait une première X-Men saga, en tout cas, la première partie de la X-Men saga avec les originaux, les 5 originaux, et donc, on n'a pas besoin d'avoir Wolverine. Comme ça, on peut continuer à Jackman de faire ses conneries avec Ryan Reynolds jusqu'à ses 80 piges, et puis après, on passera effectivement. Ouais, ça serait plutôt, tu vois, pas idiot du tout, ça, quand même. En plus, d'ici là, Trump aura aboli la démocratie aux États-Unis, donc ce sera une période de persécution et de fascisme total. Donc du coup, ce sera le bon moment pour faire des films sur les X-Men. Ils ont bien fait d'attendre. Je sais que le fascisme n'a jamais disparu du monde et le racisme non plus. Donc en gros, il y a toujours une bonne période pour faire des comics X-Men. Il y aura des sentinelles dans la vraie vie qui chasseront les minorités mexicaines. Mais du coup, moi, c'est Jake Schreier. Par contre, j'ai bien aimé. J'ai apprécié Thunderbolts, mais j'aurais quand même apprécié une vraie nouvelle lecture. C'est le seul reproche que j'aurais à faire. Je pense que ça dépendra plus du script pour la relecture quand même. Ouais, mais au niveau mise en scène, je sais pas. Après, ils seront changés, Marvel Studios. D'ici là, ils feront pas les mêmes films, parfaitement. Faut espérer, ouais. Mais ça participe aussi de ce discours de Bob Iger qui dit que c'est le premier film du changement, Le changement, c'est maintenant. Je sais pas. On a vu Bob Iger qui faisait les signes comme ça du PS en 2012. Plus de ça. Mais tu vois, Doctor Strange 2, c'était pour moi un film plus innovant que Thunderbolts. Au niveau qualité et mise en scène, il y avait lequel? Doctor Strange 2. Oui. Sam Raimi qui revient à son grand âge faire les X-Men. Oui, et pourtant qui n'était pas le meilleur des Sam Raimi en termes de mise en scène. Non, mais il mettait quand même une vitesse à tous ses camarades. Genre, Taika Waititi, à côté, il est parti sous une table pour pleurer. C'est bien normal. Oui. Mais du coup, moi, j'aimerais bien un truc peut-être plus ambitieux. Je ne sais pas. Très bien. Bon, de toute façon, on aura le temps de voir venir. Ça n'a pas. X-Men 824. Ça ne sortira pas tout de suite
Pas tout de suite. Mais en tout cas, ce podcast, lui, il est disponible puisque vous l'écoutez et que vous venez de le terminer. Donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir pour faire connaître notre travail. Donc, partagez sur les réseaux sociaux, mettez des commentaires, des likes, des notes, des machins, tout ça pour faire remonter les émissions avec les algorithmes auxquels nous sommes tous inféodés avec les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et si vous pouvez aussi à nous soutenir financièrement via notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!